Et quand ils ont déclassifié ça, ces abrutis, ils ont déclassifié ça un 1er avril. Oui, tu t'en parles dans ta vidéo. Et il a fallu, alors je sais plus si c'est le ministre de la Défense ou un mec comme ça, qui a dû faire une déclaration publique pour dire non, c'est pas une blague. Les mecs, ils se disent, on va utiliser des pigeons pour guider des missiles. Dites-moi plus. Il faut pas croire que c'est aussi dur que ça de devenir complotiste. Salut à tous et bienvenue dans Les Découvreurs. Aujourd'hui, je reçois Bruce Benhamran de la chaîne Y Penser, chaîne de vulgarisation scientifique, et tu vas voir, super intéressante et l'échange est super intéressant. On va apprendre énormément de choses de façon ludique, de façon pas chiante. Il va nous raconter énormément d'histoires. Tu vas voir autour de la guerre, autour de personnages connus, autour de l'histoire et tout ça avec un fond de science. Vraiment un épisode super intéressant et d'ailleurs je te remercie de liker cette vidéo, de mettre un petit commentaire de référencement. Éventuellement tu peux me dire les invités que tu souhaiterais voir dans les prochains formats et également bien penser à s'abonner à cette chaîne. Je sais, on demande toujours de s'abonner, mais c'est super important. Encore une fois, ça permet de faire monter les stats, ça permet d'avoir des invités toujours plus intéressants à t'emmener tout simplement sur ce format. Et avant de commencer, je remercie encore une fois notre partenaire Ricordia qui nous invite ici à Nice dans ses studios de tournage. On est juste en face de l'aéroport, tu peux venir et tourner de façon clé en main tous tes contenus vidéo et c'est accessible depuis partout en France. Merci à Ricordia et sans plus attendre, c'est parti pour les découvreurs. Bruce Benhamran, bienvenue dans Les Découvreurs. Merci. Je suis très heureux de te recevoir. Alors j'aime bien, j'ai une petite tradition, j'aime bien jouer au jeu de la présentation tout à fait subjective, probablement incomplète. Okay. Donc tu pourras me couper, m'arrêter, changer, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de dire sur toi, c'est que bien sûr tu as une chaîne YouTube qui est incroyable, qui s'appelle Y Penser, sur laquelle tu fais de la vulgarisation scientifique. Alors, c'est vrai qu'elle est Il incroyable. me coupe direct. Non mais c'est vrai qu'elle est incroyable. Pardon. Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. Ah, je croyais que tu allais y aller pour de vrai. Alors, elle est incroyable. Et sur ta chaîne, on apprend des trucs. Fun, pas chiant, très sourcés. Et j'aime les formats que tu fais parce qu'ils sont longs. Et je vais jeter 2-3 trucs à l'audience. On apprend à faire une bombe nucléaire avec une poule. Tout à fait. Tu nous en parleras. On apprend que les têtards du Costa Rica ont le goût de leur vulnérabilité. J'adore ça. On apprend que Saint-Malo était sur la toute première carte du monde, la toute première ever. Tout à fait. On apprend que les gens qui mettent les résultats de leurs tests de personnalité dans la description Tinder, ils sont complètement cons. Voilà. On apprend que YouTube a été créé à cause du nichon de Janet Jackson. Totalement. Et on apprend également que l'inventeur des cornflakes, Monsieur Kellogg's, était, je cite tes mots, un énorme fils de pute. Ouais, j'ai pu le dire comme ça, c'est possible. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Non mais j'ai rien, j'assume absolument tout ce que j'ai dit. Bon après il y a des choses qui ont été un petit peu raccourcies. J'ai dit que ça allait être subjectif et incomplet. Non, oui effectivement, c'est-à-dire que moi, alors la chaîne a beaucoup évolué en fait en quasiment 11 ans, là ça fait quasiment 11 ans que ça existe maintenant. C'est vrai qu'au début c'était vraiment que de la vulgarisation scientifique. L'idée c'était de faire un genre de C'est pas sorcier pour adultes, moins les maquettes et moins les moyens de C'est pas sorcier. Ouais. Mais avec dans l'idée de faire vraiment d'expliquer des théories un peu plus complexes que simplement pourquoi la lave elle sort des volcans quoi. Et donc d'expliquer la relativité, d'expliquer la mécanique quantique, ce genre de choses. Et avec le temps, je me suis pris à m'intéresser de plus en plus à l'histoire des sciences et aussi beaucoup à l'histoire insolite des sciences, notamment cette histoire de tétard du Costa Rica. Explique, parce que les gens veulent savoir. Alors là, en plus, celui-là, je l'ai plus en tête, précisément. Mais en fait, c'est de la même manière qu'il existe les prix Nobel. Exactement. Qui récompensent chaque année des équipes de chercheurs en médecine, en physique, ou également en littérature des auteurs, ou quasiment ça peut être n'importe qui pour le prix Nobel de la paix. Il existe ce qu'on appelle les prix Ig Nobel, qui, sur le principe, récompensent aussi réellement des chercheurs. Alors, pas que, mais... c'est du second degré, c'est-à-dire qu'ils récompensent des chercheurs pour de la recherche qui, comme ça de prime abord, peut sembler insolite. Et cette histoire de tétard, c'était un gars, donc un chercheur, qui a fait une publication, qui voulait savoir, qui voulait mesurer le niveau, alors je sais de palatabilité des tétards. Donc à savoir à quel point c'est appétissant ou pas, des tétards selon leur espèce. Donc il y a un mec qui est un scientifique, qui publie. Et donc, sa thèse ou sa publication scientifique, c'est même pas quel goût ont les tétards. Non. C'est lesquels sont les plus appétissants. D'accord. En fonction de leur espèce. Ok. Mais là j'ai fait récemment justement une vidéo, je sais pas quand le podcast sort, mais j'ai fait récemment une vidéo, donc qui est l'épisode 3 sur les prix Ig Nobel, où il y a une équipe en Suisse, mais ils étaient genre 6,
Et ils ont fait une vraie publication pour savoir s'il vaut mieux se faire casser la tête par une bouteille de bière pleine ou une bouteille de bière vide. Ok. Et du coup? La conclusion, c'est que, étonnamment, la bouteille vide est plus solide. Il faut plus de force pour la casser. Ok. Mais par contre, il conclut bien en disant que la vide comme la pleine peuvent provoquer des fractures. Voilà. Bah, mais vraiment, je suis choqué de ce résultat. C'était... C'est incroyable. Il y avait quoi d'autre? Il y en avait aussi un bon là-dedans. C'est un météorologue, en plus un gars, un vrai scientifique, un vrai chercheur spécialisé dans l'atmosphère, qui est vraiment un mec sérieux, Ouais. qui a fait un article sur savoir si on pouvait déterminer la vitesse des vents des tornades à partir de plumage de poules. Encore une histoire de poule. Ah non, mais les poules, il y a toujours des trucs magnifiques. Moi, dès que ça, de toute façon, Dès qu'il y a une poule, ça te plaît. mais dès que ça parle d'animaux, on sait que ça. Les mecs, ils se disent, on va utiliser des pigeons pour guider des missiles. Tu sais que ça va être. Et dites-moi plus. Dites-moi plus. Parce qu'il s'agit pas, si tu veux, juste de dire, par exemple, à un moment donné, quand on dit on va utiliser des rats pour aller faire sauter des mines dans des champs de mines, tu dis, bah, tu lâches des rats, ils courent, puis dès qu'ils tombent sur une mine, boum. Non, là, il s'agissait d'avoir un pigeon qui était dans l'obus, dans la tête d'un missile, Ouais. qui avait un écran et qu'on avait dressé à picorer à droite ou à gauche pour guider le missile. Non. Si. Pendant la guerre froide, non? Ouais. Ah, c'est toujours Et ça. alors c'était non, je crois que c'était Deuxième Guerre mondiale ce truc-là. Ok. Et entre-temps, les mecs, ils ont inventé un système pour guider les missiles. Et donc ils se sont dit non, finalement on va non. Mais ils avaient investi du pognon là-dedans. Il y a des images, tu vois les images de l'entraînement des pigeons à les picorer. Alors juste pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas la chaîne, on vous met le lien bien sûr, etc. Je vais essayer de mettre un maximum de liens des vidéos qu'on a en référence, même si j'en rate certaines. Allez-y, abonnez-vous chez Bruce. Oui. Oui. Tu vas voir, toi qui nous écoutes, que ce que tu fais, c'est argumenté. C'est pas genre tu racontes une histoire là, on a un interview, mais genre il y a des documents d'époque, etc. Oui. Le truc de la poule et de la bombe nucléaire à la frontière, là, faut que tu le racontes. Pareil, je sais pas à quel point tu te rappelles des détails, mais raconte aux gens, les gens veulent savoir. Alors je me rappellerai sans doute pas de tous les détails, mais c'est à un moment donné pendant la guerre froide, la question se pose de, c'est-à-dire que les gars envisagent tous les scénarios possibles d'invasion du bloc de l'Est, et notamment que le bloc de l'Est arrive et envahisse au sol par la frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, à l'époque où il y a encore les deux Allemagnes. Et les gars se disent comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ce truc-là, parce qu'on va pas non plus avoir un poste garde tous les 100 mètres sur cette frontière. Et donc ils décident de mettre, alors ils l'ont pas fait finalement, mais le projet, c'est de mettre des mines dans le sol, Ouais. le long de la frontière, des mines nucléaires, en précisant bien à la Russie, attention, on a mis des mines, et c'est des mines nucléaires. Oui, c'est pas Ça- juste la petite mise. Si vous passez dessus, voilà. Et les gars donc bossent là-dessus, ils se disent mais attention parce que ce qui se passe c'est que pour déclencher la mine, il y a tout un système électrique qui risque de geler. Et comment faire pour l'empêcher de geler? Eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une poule à l'intérieur de la mine pour couver le système électrique. C'est-à-dire, au moment où on sait, en gros ils prévoient une période de 8 jours, ils se disent si on est dans le coin, si jamais on sait que sous 8 jours, on voit des mouvements de troupes, des machins, on sait que sous 8 jours, les Russes peuvent être là, on installe des poules dans les mines, avec des graines et tout, on ferme les mines, ce qui fait que la poule va aller couver la mine pendant 8 jours, et puis au bout de 8 jours, boum. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer finalement? Et tout est vrai, c'est ça qui est fou. Tout est vrai. C'est-à-dire que on dirait une parodie, on dirait un film. Mais c'est pour ça que c'est important. Autant, tu vois, par exemple, quand je vais parler de la relativité restreinte d'Einstein, il n'y a pas de source, tu vois, les sources, c'est lisez les papiers d'Einstein, quoi. Mm. Mais quand on est sur une histoire comme ça, c'est tellement peu vraisemblable que c'est important de dire attention. Voilà mais c'est-à-dire que c'est même pas juste voilà un article d'un journal qui en parle, c'est voilà les documents déclassifiés de la CIA Ouais, avec les photos et qui tout. racontaient. Surtout que maintenant, en plus, avec Internet, on a énormément de choses qui ont été déclassifiées. Et c'est marrant de voir où on a le rapport et puis la réponse du mec en disant ça me semble quand même être beaucoup d'argent pour un truc qui potentiellement pourrait ne pas bien se passer. Comment Et le gars, je précise parce que là, Vas-y. je viens de m'en rappeler. Vas-y. Donc, c'était en Angleterre qu'ils avaient prévu ce truc-là, le coup des mines. Et quand ils ont déclassifié ça, ces abrutis, ils ont déclassifié ça un 1er avril. Oui, tu t'en parles dans ta vidéo. Et il a fallu alors je sais plus si c'est le ministre de la Défense ou un mec comme ça qui a dû faire une déclaration publique pour dire non, c'est pas une blague. C'est un vrai truc qu'on a déclassifié. C'est fou. Et t'as un parcours, maths sup, maths p, Ouais. informaticien, t'as été informaticien au Ouais, départ. Tout à fait. T'étais fan de Vulgaire. Comment on arrive à monter une chaîne, à exploser? T'as combien d'abonnés aujourd'hui? 2 millions et quelques, non? Non, aujourd'hui, je dois avoir 1 147 000 quelque chose. Plus d'1 million.
Ouais. Comment on en arrive de Mathsup Mathsp jusqu'à là? Oh, alors si je fais tout le parcours, en fait, à la base, moi, je fais Mathsup parce que je veux être pilote de ligne. Ok. Je ne peux pas, Ok. parce que, voilà, Lunettes. lunettes. Et donc, je me réoriente vers fac de maths informatique, dont je fais de l'informatique. L'informatique, c'était aussi une de mes passions. Moi, j'ai toujours eu... Enfin, pas toujours, mais depuis que j'ai 6 ans, j'ai un ordinateur chez moi, quoi. Donc, j'ai toujours eu la passion du... C'est-à-dire, moi, les ordinateurs, je les utilisais à l'époque où il y avait que 2 couleurs et que la souris n'existait pas. Ok. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai été informaticien pendant des années. Et Théo 8, Théo 9, tous ces trucs. Théo 770. Théo 770. Mon premier, c'était un Théo 770, que j'ai toujours. Là, on a les refs, là, les gens qui nous écoutent. j'ai Là. toujours Théo 8, avec- là, faut être un peu vieux. Théo 7, faut être encore plus vieux. Théo Voilà. 770 avec le crayon optique qui était quand même une merveille parce que c'était un crayon donc, qui était branché où on pouvait dessiner directement sur la télé. Genre révolution technologique. Wow. Je rappelle qu'on est facile 7-8 ans avant la démocratisation de la souris, quoi. Donc c'est vraiment le turfu, quoi. Mais à côté de ça, avec des blocs qui mettaient à l'arrière, c'était des blocs comme ça, c'était 16K de mémoire. Ouais. Pas 16 mégas, hein. Ça veut dire que quand vous envoyez un SMS et qu'il y a marqué envoyé depuis mon iPhone, c'est plus lourd déjà que juste ce truc. Et là, je viens de passer pour un vieux has-been en disant un SMS envoyé par mon iPhone. C'est un mail. Un mail envoyé. Ouais, ou un WhatsApp. Ouais, non, mais un SMS, il n'y a pas de signature dans un SMS. C'est vrai. Enfin, tu peux en mettre, mais enfin, si tu mets une signature dans ton... T'imagines le SMS cordialement. Il y a des gens qui signent leur SMS. Waouh. Cordialement, Bruce. Ouais, c'est chaud quand même. Bref, du coup, j'ai perdu ce que je dis. Ouais, non, donc, du coup, informatique. Parcours. Du coup, informatique. Là, en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours en termes de timing. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le monde du travail en 2000-2001 à peu près. Mhm. Donc, on est au moment où l'informatique, il y a un énorme boom parce que ça y est, Internet commence à devenir vraiment démocratique. Ouais. Et ce qui est marrant d'ailleurs, parce que moi, à la fac, il y avait pas enfin, on avait Internet sur les ordinateurs, mais il y avait rien, il y avait aucun cours qui était lié à l'existence même d'Internet. On faisait même très peu de programmation, c'était assez étonnant d'ailleurs. Je crois que ça a beaucoup évolué depuis. Et je suis rentré, moi, mon premier job, premier vrai job, parce qu'avant j'ai fait des stages, des machins, mon premier vrai job c'était à la Défense. Enfin, le quartier La Défense, pas au ministère de la Défense. C'est dans une boîte informatique assez classique. Et j'ai été embauché, j'ai signé mon contrat de travail le 7 septembre 2001. Ok. Et mon premier jour, c'était je crois, le 17 septembre 2001 ou le 16 septembre 2001, un truc comme ça. Et entre-temps, évidemment, il y a eu le 11 septembre. Ouais. Putain. Ça a été particulier quand même comme période, parce que je me rappelle le jour où on est arrivé, c'était à l'époque, les boîtes embauchaient énormément. Le jour où je suis arrivé, je crois qu'ils avaient embauché 38 personnes. Je crois qu'il y en avait déjà 25 qui avaient été dégagés avant la fin de la journée. C'était assez terrible. Mais bon, j'ai fait ça pendant quelques années, où là, effectivement, je me suis spécialisé dans les architectures de logiciels web, qui était vraiment, encore une fois, le timing était parfait. Et après, je me suis mis, donc en 2005, j'ai quitté cette boîte, je me suis mis à mon compte. Et j'ai fait ça quasiment jusqu'en 2015. 2015, j'ai dû arrêter parce que ma chaîne YouTube prenait trop le pas. Ok, donc t'as fait ça quand même longtemps. Ouais. Bah, moi, j'ai fait de l'informatique pendant quasiment 20 ans, à un niveau professionnel. En tant que professionnel, quasiment pendant 20 ans. Et en pas professionnel pendant plus que ça. Oui, j'ai 48 ans, en fait. Parce que On demande pas... Non, mais ça permet aussi d'avoir un ordre de grandeur du truc. C'est-à-dire qu'à 48 ans, avoir fait 20 ans d'informatique, c'est pas déconnant, en fait. Et en 2013... je découvre, c'est mon petit frère qui me fait découvrir les chaînes YouTube de Vulga en anglais. Ok. Et alors, j'étais tellement loin, c'est-à-dire que évidemment je connaissais la plateforme YouTube, mais c'est-à-dire que j'avais même pas la notion que sur YouTube il existait des chaînes. Tu croyais que c'était YouTube qui postait des Non, vidéos? non, mais Juste du stockage de vidéos? Non, je me doutais que les gens créaient un compte et postaient leurs vidéos, mais c'est-à-dire que j'avais pas en tête l'idée que des gens avaient créé un compte pour poster des émissions. Pour moi, c'était vraiment ouais, du stockage, quoi. les gens qui balançaient les photos, les vidéos de vacances pour le cousin qui vit au Canada. Et c'est d'autant plus con qu'à l'époque, je suivais déjà Joueur du Grenier. Donc je savais que ça existait. Il est vieux comme un chemin, lui aussi. Mais j'avais pas. Bah, lui, c'est l'époque Dailymotion. Ouais. Les motion makers. Et en fait, donc j'avais découvert ces chaînes, donc Vsauce, Veritasium, tous les mecs qui font ça en anglais, Smarter Everyday, VHeart. Ouais. Et sont toutes de très bonnes chaînes. Ouais, et moi, il y a des chaînes d'ailleurs qui ont quasiment abandonné ce qu'elles faisaient, ça m'emmerde parce que c'était vraiment du bon contenu. Vsauce, il fait quasiment plus de contenu Vsauce à l'ancienne sur YouTube. VHeart, je crois qu'elle a arrêté aussi, elle faisait du contenu mathématique visuel qui était génial.
Enfin bref, et toujours est-il que donc on regarde ça pendant des heures, et puis à un moment donné, on se dit tiens, on va regarder s'il y a des choses en français. Parce que c'était l'époque où C'est pas sorcier s'était arrêté, il n'y avait rien, quoi. Et on n'a rien trouvé. Le fait est qu'il existait des choses. Alors c'était pas vraiment de la vulgarisation, c'était plus des expériences. C'est des trucs genre Experiment Boy qui faisait sauter des micro-ondes, c'était Dr Nozman qui à l'époque faisait genre une recette pour fabriquer du slime ou de la fausse meth comme dans Breaking Bad, des choses comme ça. Et donc moi ça me faisait chier qu'il n'y ait rien en français. Et mon petit frère m'a dit bah vas-y, fous ta grande gueule, vas-y, fais-le. Et j'ai dit ouais, d'accord. Et puis j'ai fait une vidéo. Et c'était cool. Donc je me suis dit ok, je vais en faire une deuxième. Et puis après je me suis dit bon, ça me prend pas trop de temps, c'est sympa, j'aime bien. Je vais faire ça. Et on verra quoi. Et pareil là, je pense que j'aurais fait... D'abord, j'aurais découvert ces chaînes-là 1 an plus tard. Mais il y avait déjà des chaînes de Vulga, donc je me serais pas lancé. 1 an plus tôt, ça aurait pas pris. Je pense que le timing était parfait. Où effectivement, ça a lancé... clairement, je pense, ouais, ça a lancé... alors, c'est pas que moi, il y a eu d'autres personnes plus ou moins en même temps, mais ça a lancé le mouvement de Vulga en France, sur YouTube. Et genre, c'est allé vite, les abonnés, t'as galéré au début, t'as pu en vivre rapidement? Alors, bon, l'avantage, c'est que moi, donc, j'avais un vrai métier à côté. Ouais. Donc moi je faisais pas ça pour l'argent. D'ailleurs ma chaîne, moi j'avais décrété que ma chaîne serait pas monétisée tant que ça me rapporterait pas vraiment pas nécessairement des milliers et des cents, mais une vraie somme. C'est-à-dire que je voulais pas commencer à emmerder les gens avec des pubs si ça me rapportait 27 €. Ouais. Donc je me suis dit en dessous de 5 ou 600 balles, je monétise pas, j'ai pas besoin, on va pas emmerder les gens. Et à cette époque-là, c'était relativement facile de percer. Je vais pas dire de réussir, parce que réussir c'est quand même plus dur, mais de percer c'était relativement facile, parce que le contenu de Vulga, c'est un contenu qui s'adresse plutôt, on va dire, à des adultes. Hein. C'est-à-dire que moi, clairement, mon public, en dessous de 18 ans, j'ai quasiment rien. C'est anecdotique. En tout cas, si j'en crois les stats, les Google Analytics, en dessous de 18 ans, c'est quasiment que dalle. Je vais en avoir aussi, puis il y en a aussi qui mentent sur leur âge pour pouvoir voir les vidéos qui sont limitées. Mais globalement, moi, c'est vraiment 25, 35, 45, 55, 65. C'est vraiment toutes ces tranches-là. Et c'est vrai que j'ai commencé 2013-2014, c'était la période où ces générations-là ont découvert YouTube. Et donc, eux, c'était facile, facile entre guillemets, de les avoir. Là où aujourd'hui, quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui dans la Vulga, c'est beaucoup plus difficile. Parce que aujourd'hui, les adultes, ils connaissent déjà YouTube, ils sont déjà abonnés aux chaînes dans lesquelles ils veulent être abonnés. Et donc, en gros, les nouveaux publics, c'est des publics qui ont 11, 12, 13, 14 ans. Et ceux-là, pour les accrocher avec de la Vulga, faut y aller, quoi. Ouais, et puis c'était plus sur les mêmes contenus, c'est du contenu vertical, super court, super... C'est ça, il faut à la fois faire du short, il faut faire du long. Parce que le short, ça suffit pas non plus. Hein. On a vu avec l'expérience de Thibaut InShape, là, qui a donc, à un moment donné, il s'est consacré vraiment sur le short, qui à un moment donné est arrivé, je crois, à 1 milliard de vues par mois en short. Mais ses vues sur ses vidéos classiques se sont effondrées. Ouais. Donc c'est pas non plus la solution. Et très clairement, moi aussi, j'ai bénéficié à cette époque-là, en 2014, de Antoine Daniel, qui à l'époque faisait What the Cut, et il avait une autre émission. Incroyable. Il avait une autre émission qui s'appelait Le 29 avec Antoine Daniel. Et dans cette émission, il disait où il en était de ses projets, tout ça. Et puis à chaque fois, il balançait 1 ou 2 chaînes YouTube à suivre. Et un jour, il a parlé de ma chaîne, et moi, ça m'a fait. Ça a décollé à ce moment-là. What the Cut qui était incroyable. D'ailleurs, je rappelle, hein, parce que les gens ont oublié, je rappelle qu'à la dernière Coupe du Monde de foot, il avait dit que si on gagnait, il revenait en What the Cut. Il n'est jamais revenu. Et on l'a pas encore vu, le What the Cut. On va lui faire un appel. Reviens, Antoine. Voilà. Franchement, c'était incroyable. Les gens les plus jeunes qui ne connaissaient pas What the Cut, pareil, je vais mettre en dessous. C'était incroyable. Ouais. Alors, n'y allez pas si vous êtes vraiment très jeune. Oui, oui, sinon ça va être cringe. Ça va être particulier. Mais ouais, c'était démentiel. Ah, c'était démentiel. Ok. Du coup, aujourd'hui, je vois les contenus que tu fais. Il n'y a pas de règles. J'ai l'impression que tu fais vraiment tout ce que tu veux. Oui. Vraiment, tu t'en tapes, quoi. Des fois, tu fais des trucs de 20 minutes, des fois, des trucs de 2 heures. Tu as sorti une vidéo récemment sur le QI que j'ai trouvé incroyable, où tu expliques en fait ce qu'est le QI. Tu expliques que les tests de personnalité, c'est peut-être un peu de la connerie. Ça, je me suis fait allumer sur cette vidéo. Ouais, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on touche au sujet des sciences humaines, c'est toujours compliqué. Parce que dans les sciences humaines, si tu veux, c'est autant en physique, tu as une loi qui dit, voilà, quand tu lâches une bille, il se passe ça. Tu peux décider de pas y croire si t'as pas envie, mais c'est comme ça. En sciences humaines,
t'as pareil, t'as des règles, mais c'est quasiment toujours une question de sémantique, et donc tu peux avoir quelqu'un qui va décider de l'entendre autrement, qui va pas l'interpréter de la même manière, puis tu vas avoir un charlatan derrière qui va t'expliquer, mais justement c'est que signifie que la télépathie qui soigne les maladies. Et tu dis, attends, quoi et donc les sciences humaines, c'est toujours un peu plus touchy. Et moi, ce que j'ai fait avec cette vidéo, alors, c'est pas l'ensemble, mais c'est, on va dire, l'écrasante majorité de la vidéo, c'est l'histoire du QI. C'est comment est-ce qu'on en est arrivé au test du QI. Et notamment toutes les dérives qu'il y a eu qui sont liées au QI. Et il y a une partie où, effectivement, je tape sur les tests de personnalité qui eux, prétendent relever du QI. Les tests genre MBTI, les tests que tu passes en entreprise où à la fin on te dit t'es vert ascendant rouge. Oui, les fameux que les gens mettent sur Tinder. Je suis ENBTX. C'est ça, je suis ENTP. ENTJ, ouais. Donc ça, c'est de la... C'est de la merde. Okay, bah, non, mais ça, on va être très clair, ça a été débunké par des équipes de scientifiques, il y a eu des publications scientifiques là-dessus. C'est-à-dire qu'on montre à la fois que les résultats sont pas fiables, c'est-à-dire que tu passes l'interrogatoire, machin, tu réponds aux questions, tu fais le truc, tu le refais 3 semaines après, t'as pas le même résultat. Et t'as pas sensiblement le même résultat. Potentiellement, tu peux avoir un résultat complètement différent. Et aussi, il y a cette idée, donc ce fameux test MBTI, c'est faire rentrer ton profil dans 16 cases. Et par exemple, il y a 2 de ces cases, c'est introverti, extraverti. Et il n'y a pas de nuance. C'était introverti ou t'es extraverti. Ouais, tout le temps, avec n'importe qui. Et c'est-à-dire que extraverti, moi c'est l'exemple que je donnais dans ma vidéo, c'est extraverti, ça va du gars qui est un bon commercial, qui a le contact facile avec les gens, ça va, comment tu t'appelles, viens on se prend un café, au gars qui va monter pendant une réunion pour faire l'hélicobite. Je veux dire, il n'y a pas de distinction, c'est la même case. Et donc ça veut dire que le manager d'une équipe à qui on a fait passer ces tests, on l'a formé pour dire quand t'as un extraverti, il faut te comporter comme ça avec lui. Et ça n'a aucun sens. Mais en fait, ça relève vraiment d'un processus qui est de plus en plus fréquent aujourd'hui de normalisation. Alors, moi, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une entreprise, donc je peux pas vraiment dire ce qui se passe dans les entreprises, mais j'ai quand même ce sentiment qu'on est en train de rationaliser au maximum pour que les gens vraiment soient de plus en plus dans des cases. Ce que je vois par contre, c'est... j'ai voulu dire en revanche et par contre en même temps, c'est devenu en par contre. Voilà. Ce que je vois en revanche, c'est sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, à quel point les algorithmes nous mettent dans des cases. Et ça, mais ça relève du même phénomène. C'est-à-dire que le plus flagrant, c'est sur TikTok et sur Insta. Bon, TikTok, j'y vais moins parce que c'est vraiment insupportable, mais sur Insta, c'est marrant, comme à un moment donné, je vais avoir une lubie, d'un coup, je vais m'intéresser aux vieilles bagnoles. Je vais liker 2 posts de vieilles bagnoles, et puis d'un coup, je vais avoir que des vieilles bagnoles. Ouais. Et à un moment donné, je vais regarder un truc de MMA qui est un peu marrant, je vais cliquer like, je vais avoir que du MMA. Et des fois, c'est cauchemardesque. Hein. Ouais. Une fois, j'ai liké une intervention chirurgicale sur une dent, parce que je sais pas, c'était super bien expliqué. Parce que des fois, c'est... Mon feed, c'est plus que des dentistes, quoi. C'est ça. Mais il faut laisser un truc à Instagram, alors je sais pas pourquoi ils font ça, c'est quand même régulièrement. C'est-à-dire que donc voilà, moi je suis dans des bulles comme ça, où à un moment donné c'est des bagnoles, à un moment donné... Là en ce moment je crois que c'est les chiens et les chats qui font des trucs... Ok. Et de temps en temps Instagram ils essayent quand même, ils me montrent des culs. Oui, il y a toujours des culs. Hein. Quand même. Toujours un fond de cul. Ils remettent en disant, est-ce que t'es sûr que... Oui. Allez. Quand même. et tu dis non, puis ils te foutent la paix pendant 3 mois, puis rien. Allez. J'imagine, c'est l'algo avec les... Allez. Écoute, franchement, juste, si tu apprécies ce truc-là, sache que du contenu, j'en ai plein. Je peux t'en montrer plein. Like le cul. Non, mais voilà, il y a cette idée-là, donc c'était ça avec le QI où je parlais des tests de personnalité, je disais, voilà, en gros, c'est si on essaye de vous faire rentrer dans un nombre fini de cases, et qui est pas genre 30 millions de cases, qui est genre 8 cases, ou 4 cases, ou 12 cases, cherchez pas plus loin, c'est de la merde. Et dans cette vidéo, tu parles également de Kellogg's, ouais. Et tu parles de l'eugénisme, et on se rend compte qu'en fait, il y a moins de 100 ans, on stérilisait encore des gens. Mais alors je crois que, alors je sais plus, en Suède, je crois que le dernier cas... Oui, c'est dans les années 70, il me semble, un truc comme ça. Non, c'est genre en 96. Pourquoi on stérilisait? Explique en 2 secondes. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est un des effets parce que sur le papier, quand tu réfléchis comme ça à froid, tu peux te dire que c'est pas nécessairement une mauvaise idée, l'eugénisme. Tu te dis, bah attends, ce qui se passe, c'est que si maintenant on peut... Mettons, voilà, toi, tu as un gène porteur qui fait que tes enfants, peut-être, ils vont être aveugles. Ouais. Et on peut t'enlever ce gène porteur. Bonne idée. Bah, go, ouais, okay. Allons-y. Maintenant,
l'idée, c'est que à cette époque-là, les gens, ils savaient pas comment faire, donc ils disaient plutôt, ce serait bien que t'aies pas d'enfant. Ce qui est plus tout à fait la même chose. Donc déjà. on stérilisait les handicapés mentaux, etc. Et en fait, le test de QI servait, notamment aux États-Unis, mais dans plein de pays, il servait à déterminer qui étaient les gens les plus en retard mentalement, avec, à la base, encore une fois, sur le principe, tu te dis c'est pas nécessairement mauvais, c'est-à-dire que les premiers gars qui ont mis en place ce système, c'était pour dire, il y a des gosses qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. C'est-à-dire, si l'école devient obligatoire, il y a des gosses qui sont plus lents que d'autres, il faut les amener dans des parcours peut-être plus spécialisés pour qu'ils rattrapent leur retard. Donc, dans l'idée, c'était pas idiot. Et sauf que les mecs se sont dit, en fait, non, ok, donc en dessous de 70, je crois que c'est 70 ou 60, je sais pas, ça dépend des règles, on considère qu'eux, ce sont des débiles mentaux, et donc eux, en fait, ne peuvent rien apporter à la société. Et si on veut une meilleure société, ce serait bien qu'ils n'aient pas d'enfants. Quick. Voilà. On va pas les tuer parce qu'on n'est pas comme ça. Mais c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où, ça j'en parle dans cette vidéo, c'est ce qui avait donné, c'est ce qui avait obligatoirement donné la vignette de la vidéo. C'était qu'en Californie, ils avaient mis en place un système justement pour stériliser les handicapés mentaux, ou tous les gens qu'ils estimaient être des faibles d'esprit ou pas tout à fait aptes. Et Hitler et les nazis, ils avaient envoyé une délégation en Californie pour discuter avec les gars pour savoir comment ils faisaient. Parce qu'ils trouvaient ça génial. C'est incroyable. Et c'est ce que je dis, c'est à un moment donné, quand t'as Hitler qui t'envoie des mecs en disant juste explique-nous comment tu fais parce que vraiment on est fan, normalement c'est le moment où tu dois te dire on est allé trop loin. Attends, quoi? Et donc Kellogg's, le gars qui a inventé les céréales, Ouais. et donc, mais pas que les céréales d'ailleurs, j'ai appris dans ta vidéo. Enfin, il a pas inventé les céréales. Non mais oui, c'est vrai qu'il a pas Le inventé mec les a céréales. inventé le blé. Mais qui a inventé Kellogg's, quoi, bordel de merde. Oui, le mec les qui a cornflakes, le quoi. mec qui a inventé Kellogg's et qui a inventé Plein de trucs. et qui a inventé surtout aussi cette idée selon laquelle le petit déjeuner est le Oui. repas le plus important de la journée. Oui, qu'il a lobifié et qu'il a Ah mis oui. partout. C'est-à-dire qu'il a vraiment payé pour une fausse étude qui a abouti à cette conclusion que le petit déjeuner c'est le plat le plus important de la journée et qu'il faut des céréales. Et non mais attends, Et le mec il a inventé le dynamomètre. il a inventé la couverture chauffante, la viande végétale avant les véganes. Ouais. Le lait végétal aussi, Oui. le beurre de cacahuète, Oui. c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui a trouvé la recette, j'imagine. Bah, je suppose, ouais. C'est fou. Et Ouais. donc lui, c'est un eugéniste et un taré. Ah, mais c'est-à-dire que lui, il a créé une fondation, en fait, qui s'appelle, je crois, Better Race ou un truc comme ça. Non seulement, il fallait... non seulement c'était l'eugénisme, il fallait éviter tous les faibles d'esprit, tous les gens qui avaient des handicaps, même physiques. Hein, je parle pas de quelqu'un qui, dans un accident, a perdu un bras. Parce que ça, c'est un accident. Mais quelqu'un qui est né avec juste un bras, c'est pas tout à fait normal. Ok. Donc lui, il faut le... Voilà. Et puis il fallait, pour lui, il fallait que les blancs restent avec les blancs, et que les noirs restent avec les noirs, et puis il fallait éviter les métissages, et puis il fallait... Voilà. Et donc il y avait tout un tas de règles, et c'est vrai qu'on connaît pas nécessairement cette face-là de... Bah carrément, parce que de quand on Monsieur pense à Kellogg. Kellogg's, on pense au mec sur le paquet, quoi, C'est avec ça. son petit chapeau. Ah, c'est incroyable. T'as fait un vol 0G, sans transition. J'en Hein. ai fait 3. T'en as fait 3. 3. Excuse-moi, pardon. J'aimerais trop en faire. Et J'en ai fait 2 avec Thomas Pesquet. oui, voilà, bon, bah, je vais me casser. Hein. Je vais me casser de cette interview. Et, comment t'arrives à faire des vols 0G déjà? À quoi ça sert? C'est comment? Des vols 0G, pour les gens qui savent pas, t'as un avion qui fait des paraboles et ça te met en micro-pesanteur, apesanteur, c'est quoi le bon terme? Ouais, alors à chaque fois, il change la règle. Je crois que micro-pesanteur, c'est encore le truc le plus juste. Ouais. En fait, l'idée, c'est que l'avion, il monte d'un coup, mais en fait, c'est comme s'il voulait te lancer. Mhm. Mais c'est vraiment comme s'il te lançait en l'air. Et sauf qu'au moment où tu redescends, en fait, il t'accompagne dans la Il descente. descend avec toi. Et après, il te récupère en douceur. Mais toute la période où t'es en l'air, t'es en chute libre, en fait. Et comme l'avion autour de toi, il a la même trajectoire que si lui aussi était en chute libre, ça fait que tu flottes dans l'avion. En réalité, tu tombes. Oui. Si tu regardes par le hublot, c'est assez net que tu tombes. Oui. Parce que tu vois, t'es comme ça, Ouais. tu vois bien, tu dis ouais, ok, il est bien penché cet avion. T'es en chute libre comme si tu sautais en parachute, Ouais. mais dans un avion. Donc t'as pas le vent, etc. Donc t'as l'impression, et physiquement t'es en apesanteur. Et physiquement, c'est exactement le même mécanisme qui se passe dans la Station Spatiale Internationale. Les Ok. mecs qui sont en apesanteur, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'ISS est en chute libre, et les gars qui sont dedans sont également en chute libre, mais ils sont en chute libre à la même vitesse, donc ils flottent. Ouais. Et ils sont en chute libre tellement vite autour de la Terre qu'ils restent en orbite. Ils restent en orbite. C'est Et ça. du coup, d'où Thomas Pesquet. Il s'entraîne là-dedans. Alors, donc je vais reprendre les trucs dans l'ordre. Donc, comment est-ce que je me retrouve à faire un vol 0G? La première fois, c'est les gars de Novespace qui me contactent. Ok. Ils disent bonjour, on aime bien ce que tu fais, est-ce que ça t'intéresserait de faire un vol 0G? Comme ça, tu pourrais raconter.
Oui. Il me dit, écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on réserve une portion de l'avion pour toi, si tu veux venir avec d'autres youtubeurs, peut-être, ou d'autres machins, que ça pourrait intéresser. Alors, pour le 4e vol, t'as mon WhatsApp. Hein, Et donc, à l'époque, j'avais fait venir Derek de Veritasium, Diana de Physics Girl. J'avais contacté aussi Michael Stevens, donc de Vsauce. Mais lui, à ce moment-là, il était en tournée avec Adam Savage et un mec des Mythbusters. Il faisait un spectacle, un peu dans tous les États-Unis. Donc, il pouvait pas venir. Et donc, les deux autres sont venus. Et donc, effectivement, on a eu un truc qui faisait l'équivalent quasiment de la taille de cette pièce, quoi. Pour nous, ce qui est exceptionnel. Parce que normalement, quand tu fais un vol 0G, t'as, je sais pas, 1m50 sur 2 mètres. Quoi, oui, avec des filets, etc. Voilà, on voit bien sur ta vidéo. T'as pas grand-chose, tu vois. Et là, on avait vraiment un espace où on était juste nous. Donc on faisait des trucs assez dingues. Et moi, je leur ai dit, bon, si jamais vous voulez que je refasse un vol, moi, c'est avec plaisir quand vous voulez. Et donc, ils m'ont dit, bah, là, c'était un vol, ce qu'ils appellent un vol d'entraînement. C'est-à-dire que c'est un vol pour que les pilotes s'entraînent. Parce que les pilotes, ils doivent être coordonnés à 3 pour faire des paraboles. Donc, ils font des vols d'entraînement. Et il dit, parce que normalement, le cœur de leur métier, c'est des vols scientifiques. C'est-à-dire que dans l'avion, ils ont des expériences scientifiques. Chaque expérience scientifique a, je sais pas, peut-être 3 mètres sur 3, un truc comme ça. Des expériences à faire en 0G. Ok. Et donc, ils sont réalisés en partenariat avec le CNES, avec l'ESA ou avec d'autres. Je crois il y a aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'équivalent du CNES, mais allemand. Ok. Peut-être italien aussi, je sais pas. Mais enfin bref, il y a tout un tas des études vraiment de la recherche spatiale, quoi. Et donc, ils m'ont dit, bah écoute, prochain vol scientifique, si ça t'intéresse, tu peux venir. Et donc, effectivement, il y a quelques temps plus tard, ils font une campagne de vol scientifique où je me retrouve. Alors, c'était marrant parce que cette semaine-là, il y avait Mac Lesguy aussi qui a fait un vol. Et il y avait aussi Jamy Gourmaud qui a fait un vol. Et je crois que c'était sur cette semaine-là aussi qu'il y avait, comment il s'appelle Michel Simès. Ouais, ok. Michel Simès, c'est ça, le médecin. Ouais, le médecin. Ouais, avec Adriana Carambeu, où ils étaient les deux à faire du 0G. Non, je crois pas qu'elle avait fait le vol, elle. Enfin bref. Et donc je fais ce deuxième vol-là. Et dans ce deuxième vol, moi, le jour où je le fais, il y a Matthias Maurer, qui est également un astronaute allemand, qui allait partir dans l'ISS. Depuis, il y a été, mais à l'époque, il était en train de s'entraîner. Hein. Il n'était pas encore astronaute. Qui s'entraînait juste à côté à faire un massage cardiaque en 0G. Ça, je l'ai vu sur ta vidéo. C'est génial. Ouais. Parce que ce qui se passe, dès que tu fais ça, toi, tu pars. Hein, bah donc, oui, action-réaction. Voilà. Et donc, il faut apprendre à faire ça en ayant les pieds collés au plafond. Et en fait, c'est avec les pieds que tu pousses. Et il y avait tous ces trucs-là. C'était génial. Et Thomas Pesquet, donc, qui faisait partie des pilotes, c'est-à-dire qu'ils sont à 5 pilotes, mais ils sont à 3 pour faire les paraboles, donc ils tournent. Et à un moment donné, Thomas Pesquet qui sort, et puis on se retrouve, et puis d'un coup, je me retrouve à l'interviewer en 0G, qui est génial. Et c'était trop marrant. Et du coup, c'est comment, la sensation ? C'est absolument indescriptible. Ça ne ressemble pas pour avoir discuté avec des gens qui ont fait des sauts en parachute. Oui, bah moi, je saute en parachute. Voilà. C'est mon sport. Alors, pour avoir discuté avec des gens qui ont sauté en parachute et qui ont fait un vol 0G, c'est pas la même sensation. J'imagine, il n'y a pas de vent, donc déjà... Voilà, c'est pas du tout la même sensation. Ouais. La meilleure explication que je puisse donner, mais qui ne raconte pas, c'est... Faut imaginer, c'est-à-dire que toi, t'es allongé, mettons, sur le sol de l'avion. Ouais. Parce que les premières fois, t'es allongé parce que sinon t'es malade. Et tu sens l'avion qui se dérobe en dessous. Okay. Donc, c'est-à-dire que tu sens que tu tombes. Sauf qu'à un moment donné, l'avion est descendu et tu tombes plus. Ok. Et t'es juste en train de flotter, en fait. Et ce qui est super perturbant, c'est que tu peux nager tout ce que tu veux, ça ne sert à rien. Nager, faire ça... Tu peux pas prendre appui sur l'air. Non. Tu peux éventuellement faire comme ça pour te tourner sur toi-même, mais c'est des impulsions, en fait, tu donnes, mais tu peux pas nager. Et c'est toujours très marrant de voir les gens... Alors, qui donnent l'impression que pour eux ça va, ils maîtrisent, et puis d'un coup tu les vois, ils sont comme ça, et puis d'un coup ils arrivent plus à rien. Et là où c'est extrêmement énervant, c'est Pesquet. Oui, parce que j'imagine qu'il Pesquet, lui, il a vécu 2 fois 6 mois dans l'ISS, donc à ça en H24. Donc c'est-à-dire que lui, quand il veut aller de là à là, il est capable de le faire en dépensant le moins d'énergie possible et en étant en ligne droite, en partant, poum. Un petit coup de pied sur le mur. Ah non, mais vraiment, mais des fois, je fais juste, vraiment, c'est juste, juste un orteil qui va faire boum comme ça, et puis il repart. C'est assez bluffant de voir avec quelle facilité il le fait, pendant qu'on est tous comme ça, à juste essayer de pas se ramasser. Et ça fait de la gerbe, t'es malade ? Alors, il y a un vrai risque d'être malade.
pour le coup, qui est lié au fait, alors pas le 0G, le 0G te rend pas malade. Mais ce qui se passe, c'est que avant de te mettre en 0G, donc l'avion, faut qu'il monte d'un coup. Donc là, tu te prends 2G. Et une fois que l'avion te récupère après la parabole qui dure 22 secondes, de nouveau, tu as 20 secondes où tu te prends 2G. Ouais, tu as du facteur de charge qui te rend... Voilà. qui te met pas bien. Et en fait, ces 2G-là, c'est parfaitement supportable. C'est-à-dire quand tu es allongé, c'est comme si quelqu'un était allongé sur toi. C'est-à-dire tu sens un poids, mais c'est pas nécessairement désagréable, ça va quoi. Mais si tu te mets à tourner la tête ou à tourner les yeux, simplement si tu regardes à gauche, à droite, ton cerveau ne comprend pas pourquoi c'est aussi dur de tourner la tête alors qu'il n'y a rien. Et quand ton cerveau se dit que la façon dont ton corps se comporte, c'est pas normal, il considère que t'es empoisonné. Ok. Et donc, il veut te faire vomir. Dans le doute. Voilà. Et donc, le risque, il est là. C'est pour ça que les gars, ils te disent, au début, tu restes allongé, tu regardes droit devant toi. Si quelqu'un t'appelle, tu dis ouais, mais tu tournes pas la tête. Et avec le temps, après 5, 6, 7, 8 paraboles, ça dépend. Il y a des gens, ils y arrivent jamais. Il y a des gens... au bout de la première parabole, ils disent mais non, c'est que dalle, on n'est pas tous égaux, vraiment, on n'est pas tous égaux. Moi, j'ai fait donc 3 vols 0G, le troisième, j'ai été malade à la fin. Okay. Pas tout à fait à la fin d'ailleurs, mais parce que justement, je pensais que j'avais l'habitude, et que dès la 3e parabole, j'étais debout pendant l'hypergravité en disant ça va, bah non, du coup. Et en plus, tu le sens parce que c'est d'un coup, tu te dis, c'est-à-dire qu'il fait froid il fait froid, il doit faire 19 ou 20 degrés, tu vois. Ouais. Et d'un coup, moi, j'avais chaud. Je me dis, ouais, pas bon. C'est pas normal que j'ai si chaud. Et est-ce que quand tu es en apesanteur, du coup, vu que tout ton système d'oreille interne, etc., flotte, il paraît que tu distingues plus le haut du bas? Alors, oui et non. C'est-à-dire que... En fait, c'est-à-dire que le lieu est ainsi fait que tu reconnais... C'est-à-dire qu'à l'arrière, il y a les sièges pour quand tu décolles et quand l'avion décolle atterrit. C'est-à-dire que tu reconnais où est le haut et le bas. Mais... c'est très clairement, si tu regardes une paroi où il n'y a rien de spécial, ou si tu fermes les yeux, tu es incapable de dire. Tu sens pas le haut et le bas. Ah non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu fermes les yeux, quelqu'un te fait tourner, tu sens au moment où il te fait tourner qu'il te fait tourner. Mais si tu as les yeux fermés, tu ne sais plus que tu tournes. Oui, parce que tu conserves le mouvement. Au bout de 2 secondes, tu ne sais plus que tu tournes. Ça doit être très bien. C'est très particulier. Et il y avait Diana, justement, donc Physique Girl, sur le premier vol. Elle avait fait... parce qu'il y avait des gars... Parce qu'il y avait toujours des gars qui font des expériences dans des coins. Moi, je me rappelle, il y avait une meuf qui s'appelait Jeanne Morel, qui est une danseuse qui dansait en 0G sur un fond vert à l'arrière de l'avion. Mais à l'avant, il y avait des mecs qui testaient des systèmes de réalité virtuelle en 0G. Sachant que les systèmes de réalité virtuelle classiques marchent avec des accéléromètres, comme le téléphone. C'est-à-dire que quand tu tournes la tête... En 0G, ça marche pas, les accéléromètres. Ouais. Et donc, ils avaient des systèmes de capteurs et tout. Et donc, elle a testé ce truc-là, et ça te mettait dans l'espace, en orbite autour de la Terre, donc tu voyais la Terre devant toi, sauf que tu flottes pour de vrai. Oui. Elle a dit que c'était à la fois un des trucs les plus incroyables, et un des trucs les plus flippants qu'elle a expérimenté de sa vie. Ouais, ça doit être incroyable. Et du coup... y a des vols tous les combien et on peut y aller, n'importe qui peut y aller, genre quelqu'un qui... Alors, on peut payer pour y aller? Oui, alors, donc... intéressant. Il y a des vols tous les combien? Alors, je sais... Alors, c'est pas non plus genre toutes les semaines. Ouais. Ils ont des campagnes de vol, donc ils ont des campagnes scientifiques, ça c'est réservé vraiment pour les expériences scientifiques. Et ils font aussi... Alors ça c'est un truc par contre, ils communiquent pas assez dessus, je trouve, c'est dommage. Ou peut-être qu'ils communiquent beaucoup, mais en tout cas on le voit pas passer, le résultat est le même. Ils font beaucoup de choses avec des lycéens. Okay. C'est-à-dire que les lycéens peuvent présenter un concours avec leur lycée pour montrer une expérience qui serait intéressante de réaliser en 0G. Et s'ils sont sélectionnés, ces lycéens, ils vont dans le vol 0G pour faire l'expérience. Okay. C'est génial. Ouais. Voilà. Mais maintenant, ils font aussi des vols donc, qui sont privés, qui sont, on va dire, ouverts au public. Mais c'est clairement pas le cœur de leur activité. C'est-à-dire qu'ils communiquent très peu dessus. C'est-à-dire que tu vas sur leur site, tu le vois, mais ils font pas de pub pour ce truc-là. C'est vraiment pas leur business model. Eux, c'est-à-dire que ce qu'ils en retiennent, c'est que les gens qui font ces vols privés-là deviennent plus ou moins des ambassadeurs du vol 0G. Mais c'est tout. Et par contre, ça coûte un bras, quoi. C'est vraiment un truc d'entreprise, quoi. Je crois que ça coûte 6 ou 7 000 balles par personne. Ok. En même temps, si tu veux, c'est un Airbus A310 ouais, en même temps, ça... qui vole avec 3 pilotes professionnels qui sont, tu vois, quand je te dis qu'il y en a un, c'est Thomas Pesquet, les autres, c'est des pilotes d'essai de carrière, quoi. Je veux dire,
Ils ont pas trouvé un gars qui dit ouais j'aime bien les avions, tu vois. C'est des mecs, ils ont 15 000 heures de vol de je sais pas quoi. Je veux dire, il y a toujours une équipe de 15 personnes à bord. Je veux dire, c'est tout un bordel. Donc ça coûte horriblement cher. Mais moi c'était le truc important, je me rappelle, j'en avais discuté avec Sébastien Rouquette, donc qui est un des mecs du CNES, qui est responsable vraiment de tout ce qui est expérience à bord, qui disait que en gros 90% des expériences qui sont faites dans l'avion 0G n'ont pas besoin d'être faites dans l'espace. C'est-à-dire qu'ils ont suffisamment de résultats pour se dire ok, c'est pas la peine qu'on se fasse chier à envoyer le truc dans l'ISS, sachant que, alors je sais plus combien ça coûte, mais chaque kilo coûte tant de milliers d'euros à envoyer dans l'ISS. 30 millions même, je pense, oui. Non, chaque kilo, je pense que c'est en milliers, mais ça doit être peut-être 10 000 euros, tu vois, ou 15 000 euros. Mais bon, les expériences scientifiques, ça fait très vite 350 kilos. Ouais, quoi. ouais. Alors que dans un avion, l'avantage, c'est que tu fais des séquences de 22 secondes, mais c'est sur une semaine. C'est-à-dire que les mecs, ils font les expériences le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et à la fin, ils ont suffisamment de résultats. Truc de fou. Ouais. Bah, je pense que franchement, ça me tente. Je vais y aller. Alors, très sincèrement, c'est l'expérience d'une vie. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je dis souvent en live quand on me posait cette question. Je dis, si vous avez 7000 balles, et que vraiment ça va pas vous manquer, hein, c'est pas plutôt que d'envoyer les enfants faire des études, voilà, faites-le, c'est l'expérience d'une vie, quoi. Ah, franchement. Maintenant, je pense que si tu t'inscris maintenant, je crois qu'il y a une liste d'attente de 2 ans. Ah, ok. Je crois. Ou 1 an et demi, peut-être. Ça fera une bonne vidéo. Mettez dans les commentaires si vous voulez que j'aille pour la chaîne YouTube. Ça me donne un prétexte comme ça, tu vois, c'est incroyable. Note de frais, on comprend. Changeons de sujet, j'aime bien faire des sans transition. T'as fait l'exoconférence avec Alexandre Astier. La première partie de l'exo. Oui, la première partie de l'exoconférence. Je t'ai vu sur scène, et ça, on en parlait quand on a préparé cette émission. Hasard de la vie, j'étais à Clermont-Ferrand à ce moment-là, il y a l'exoconférence qui sort, Alexandre Astier, bien sûr j'y vais, j'arrive, je me pointe, tu fais la première partie, je te découvre parce que je crois que j'étais déjà tombé sur ta chaîne, mais je la connaissais pas plus que ça, j'avais dû voir une vidéo comme ça, c'est Hasard de l'algorithme. C'était vachement bien, très honnêtement, sans en faire de la lèche, c'était vraiment très bien. De toute façon, c'est la version qui est en ligne sur ma chaîne, ça et voilà. Clermont-Ferrand. Et ce jour-là, il y avait la captation, donc c'est la version qui est en ligne sur ta chaîne, j'étais dans la salle. Alors c'est pas la captation, c'est ma captation, parce qu'en fait il y a eu plusieurs captations de ce truc-là. Il y a donc la fois où moi je suis venu avec une caméra à moi que j'ai calé pas loin de la console et que j'ai branché le son sur la console, ce qui fait que le son est bien meilleur que l'image parce qu'il y avait personne derrière la caméra. Ouais. J'ai juste dit au mec du son, je dis avant que j'arrive, mets rec. Je vais me faire une petite capta pour moi, quoi. Mets rec et puis tu laisses tourner et puis on s'en fout et puis voilà. Mais il y a eu aussi une captation professionnelle faite par des professionnels à Bercy quand on a fait Bercy. Mais celle-là, j'ai pas le droit de la montrer. Parce qu'il faut l'autorisation de Bercy, et je crois que l'autorisation, ça doit être un coût, alors je sais pas, c'est peut-être un billet, je sais pas, mais c'est peut-être à 15 000 ou 20 000 balles. C'est la même autorisation que si je le sortais en DVD, quoi. Le truc tellement frustrant. Mais voilà, bon, peut-être qu'un jour ça va leaker, j'en sais rien. Après, en vrai, celle qui est sur ta chaîne, elle est suffisante parce que ce qui est important, c'est l'audio, en vrai. Oui, non, mais en vrai, franchement, ça va. C'est juste, ça me fait chier parce que la version pro, il y a générique, genre Alexandre Astier présente. Ouais. Tu vois, genre, mise en scène Jean-Christophe Ambert. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est clair. T'as le générique. Comment tu te retrouves à faire l'exoconférence avec Astier ? Tu le connais, c'est un pote à toi au départ ou c'est comment ? Pas du tout. Alors, c'est marrant cette histoire. Bon, moi, assez, je vais enfoncer une porte ouverte. Je suis fan de ce que fait Astier. Tout le monde, je pense, la terre entière. Qui aime pas Astier ? Ah, tu serais surpris. Non. Ah, si. Non. Mais je refuse cette information. Je comprends. Je comprends. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai été surpris d'abord de voir à quel point il y a plein de gens qui connaissent pas du tout. Mais qui connaissent pas du tout. Je refuse cette information une deuxième fois. Je comprends aussi. Mais il y a vraiment, mais par contre, il y a que 3 catégories. Il y a les gens qui aiment tout ce que fait Alexandre Astier. Il y a les gens qui n'ont aucune idée de qui c'est, quoi, Camelot. Ah putain, ce truc des chevaliers qu'ils ont passé à la place de Caméra Café. Tu vois, voilà. Et ceux qui détestent Alexandre Astier par principe. Ok. Mais c'est eux, ils le détestent pas pour des vraies raisons, c'est par principe. C'est Alexandre Astier, ouais, il aime bien le café. Eh ben, ça m'étonne pas. C'est genre, quoi? Je sais pas s'il aime le café, c'était pas une info, hein, en fait. Et donc moi, je suis plutôt fan. Et quand il annonce l'exoconférence, il fait un tweet en disant, dans mon prochain spectacle, moi j'avais adoré Que ma joie demeure, que j'avais pas vu sur scène. Que ma joie demeure, ouais, je l'ai vu en DVD aussi, mais pareil, incroyable. Ouais, spectacle sur Jean-Sébastien Bach, pour les gens qui nous écoutent, ouais. Qui est un sujet chiant, hein, on va pas se le cacher. Oui, mais c'est parfaitement chiant. Et Astier te fait un spectacle de, je sais pas, 2 heures avec Jean-Sébastien Bach qui joue au clavecin, etc. Et c'est super bien. Ouais. C'est vraiment, le spectacle est très très bon. Ouais. Et donc il annonce, dans mon prochain spectacle, je règle définitivement la question de la vie extraterrestre. Donc déjà le pitch, t'as envie. Voilà. Et moi j'avais répondu, sur Twitter, si tu veux,
je tentais, tu vois. Je lançais des lignes. Et j'ai dit, comment j'avais dit ça? J'avais dit, c'est un sujet qui me semble vachement audacieux, mais ça m'étonne pas vraiment de vous. Bon courage. Voilà. Et il me répond, c'est pas plus audacieux de l'expliquer pourquoi les Anglais roulent à gauche. Qui est une vidéo que t'as faite. Qui était la vidéo que je venais de faire. Du coup, tu dis, Et Alexandre Astier, regarde mes vidéos. Non, Alexandre Astier, ça se trouve, il avait juste vu le tweet où j'avais annoncé le truc. Il sait que j'ai fait des vidéos, en tout cas. Et là, je vois qu'il me suit. D'un coup, il me suit. Et je me rappelle, et quelques temps plus tard, alors c'est toujours compliqué quand il y a un mec comme ça que t'aimes beaucoup qui te suit, parce que c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu peux commencer à lui envoyer des messages privés. Ouais. Et être très chiant. Mais tu sais que tu vas être instantanément chiant, voilà, en fait. c'est ça, ouais. Tu vois, et c'est marrant parce que d'un coup, je me suis retrouvé exactement comme quand j'avais 15 piges et que je voulais envoyer un message à une gonzesse et que je savais pas si... Non, je vais pas l'appeler, ça va faire lourdingue. Et alors que, enfin, c'est bon, c'est juste un gars qui fait... Je voulais juste lui dire, j'aime bien ce que tu fais, quoi, tu vois. Et bref. Et quand ils lancent la billetterie de l'exoconférence, il dit, voilà, les billetteries qui ouvrent demain matin. Et donc, moi, j'étais à l'ouverture de la Fnac de la Défense pour acheter 2 billets pour aller avec ma femme. Et donc, j'arrive devant le guichet, j'ai 2 billets, exoconférence, jour 1. Elle me fait jour 1, il n'y a plus. Je dis, putain, moi, j'étais à l'ouverture quand même. J'ai dit, bon, jour 2, jour 3, je sais pas. Elle me fait, alors, si vous voulez, j'ai la première semaine une place le jeudi. Et une semaine après, j'ai une autre place. À côté des chiottes. Le mardi. J'ai mis 2 places que t'as. Elle me fait, non, il n'y a plus rien déjà. Et en fait, à ce moment-là, je réalise, et c'est là où je m'en suis voulu, parce que 20 ans d'informatique, hein, c'est que la billetterie était ouverte depuis minuit. Oui, t'as oublié que Internet existe. C'est ça. J'ai oublié que je pouvais les acheter en ligne, les billets. Et que j'aurais pu avoir les places que je voulais. Et donc, je tweete en disant, bon, j'ai pas pu avoir de billets. Je suis deg. En tout cas, félicitations, Alexandre, parce que du coup, ça cartonne et tout. Voilà. Il m'envoie un message, il me fait, je vous invite. Il t'envoie un message privé. Ouais, donc il t'invite. Je vous invite. Que ça. Déjà, cool. Et en plus, j'étais... Mais à l'époque, si tu veux, moi, je l'avais jamais rencontré. Et donc, je peux pas m'empêcher de faire ce truc qui, à la fois, je me dis, c'est très malin. Et en même temps, je sais déjà que c'est très con. C'est de lui balancer une réplique de Kaamelott. Oui. Ça, c'est une fausse bonne idée, je pense. C'est une super fausse bonne idée. Mais il me dit, je vous invite. Tu fais, pardon, mais il y a le beau geste. Ça. Et je sens que de son côté, il a dû faire ce genre... Ouais. Encore un lourd. Putain, merde. Et donc, on est invité le premier soir où il passe à Paris. Ok. Donc de la première tournée, parce qu'il y a eu 2 tournées. Et donc on se voit après. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, on se voit après la pièce. Et comment ça se passe, genre, t'y vas, il t'invite, il te dit viens me voir. Non, mais ce qui se passe, c'est que quand t'es invité, en fait, il te donne un... Ah, t'as le pass backstage. Ouais, comme un sticker que tu mets là, et après t'as quelqu'un qui vient te chercher en disant ça va se passer par là, l'after. Et comme c'était la première de Paris, il y avait tout le monde. Donc moi, si tu veux, j'étais avec ma femme, on était dans un coin en train de dire... Ouais. Avec tout le monde, Alexandre, ça va, félicitations, c'est tellement bien et tout. Et à un moment donné, il me voit, il fait comme ça, et puis donc on commence à discuter, et tout. Très sympa. Il me fait, ouais, quand est-ce qu'on fait un truc ensemble? Je dis, mais quand tu veux, en fait. Tu dis ça comme si, genre, je te faisais traîner. Il me fait, mais t'as mon 06? Je dis, mais évidemment que non. D'où tu veux que j'ai ton 06? Il me fait, attends, je te le donne. Et voilà, donc il me note son tel, il se dit, bon, on s'appelle, on s'organise un truc. À partir de ce moment-là, je me sens plus à l'aise déjà pour qu'on s'envoie des messages. Ouais, forcément. Voilà. Mais après, à savoir, si tu veux, c'est que lui, c'est un gars qui bosse énormément. Mais il bosse tout le temps. Et quand il bosse pas, il est avec ses gosses. Il essaie de passer vraiment le maximum de son temps avec ses gosses. Il a pas mal de gosses en plus. Il en a, alors, 5, à ma connaissance, il en a 7 maintenant. 7. Je crois qu'il est toujours à 7. Mais si tu veux, il passe vraiment... C'est-à-dire, dès qu'il a une seconde de libre, il veut pas la passer avec quelqu'un d'autre que ses gosses. Ok. Ce qui fait que des fois, t'es en train d'échanger avec lui, mais sur des conneries. T'as vu le nouveau Lego qui va sortir? Ouais, putain, celui-là, je l'achète jour 1. Ouais, moi aussi. Mais sinon, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, t'as plus de réponse pendant une semaine. Parce qu'il est passé à autre chose, parce qu'il a repris le boulot, ça. Sauf que toi, de ton côté, tu te dis... Merde, qu'est-ce que j'ai dit? Il m'a ghosté. Non, tu te dis, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Tu relis ton message, est-ce qu'il a pu prendre un truc de travers? Et tu t'inventes un truc qu'il aurait pu prendre de travers. Non, mais je voulais pas dire que t'étais un cinglé des Lego, mec. On s'en fout, tu vois. Bref, et donc, on échange. Et à un moment donné,
je me rappelle, j'étais à Strasbourg pour la Néocast. J'avais accompagné Antoine Daniel chez le barbier pour qu'il se fasse, je crois, couper les cheveux tout simplement. Mais de nulle part, on n'était pas au milieu d'une conversation, mais de nulle part, je reçois un SMS d'Astier. Est-ce que tu ferais 20 minutes de première partie à l'Olympia? Je sais ni de quoi, ni pourquoi, ni comment, ni rien. Et là, il faut dire oui direct. Instantanément répondre oui. Ouais. Avant que lui change d'avis. Ouais. Il me dit bon bah ok, c'est noté, on se capte semaine prochaine, on s'organise ça. Donc il te propose 20 minutes d'un spectacle au départ, même pas de la tournée. Il me dit est-ce que pour l'instant je sais même pas que c'est l'exoconférence. Moi il me dit est-ce que tu ferais 20 minutes? Si ça se trouve, moi je me suis tout imaginé. Je me suis dit ça se trouve il a un pote qui fait un spectacle, qui est en galère, il a besoin d'une première partie. Je dis tiens voilà, va faire sa première partie. Je me suis dit non merde. Et en fait pas du tout. C'était bien pour l'exoconférence. Ce qui se passe c'est que comme ils allaient refaire une tournée de l'exoconférence dans des grandes salles, le business model de ces grandes salles c'est de faire tourner le bar. Okay. Et pour faire tourner le bar ça veut dire soit première partie, soit entracte, soit payer le manque à gagner du bar. Okay. Et ça moi je leur sais gré à Astier et à toute leur équipe, c'est qu'ils m'ont pas enfumé. Moi, je le savais déjà, par ailleurs, ce truc-là. Ils me l'ont dit direct. Il est fou, ce business model, d'ailleurs. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire qu'ils auraient pu me dire, écoute, on aime ce que tu fais, on aimerait bien te donner un coup de pouce. Non, ils m'ont dit, écoute... Tandis c'est toi qui payes le bar. Écoute, en fait, on est obligé d'avoir une première partie. Ouais. Parce qu'il n'est pas question qu'on fasse un entracte. C'est-à-dire que l'exoconférence, c'est une pièce, voilà, on va pas couper au milieu. Et il n'est pas question qu'on file, je sais pas combien de milliers d'euros au bar parce qu'ils n'ont pas servi de coca, quoi. Ouais. Donc, on veut une première partie. Et ça c'est cool qu'ils me l'aient dit parce qu'ils m'ont pas enfumé sur ce coup-là. Et donc moi je les rencontre dans les locaux de la boîte de prod. Et c'est vrai que je rencontre aussi Jean-Christophe Ambert, donc Caradoc, qui est le metteur en scène. C'est lui, je savais pas que ça, tu vois. Ouais. Okay. Astier qui me dit c'est lui qui va s'occuper de toi et de tout ça, de la mise en scène. Là tu lui dis c'est pas faux, bien sûr. Non, putain. Ouais, le gras c'est la vie, putain. Le gras c'est la vie, ouais. Dire que c'est vraiment... Je pense que... C'est-à-dire qu'ils le prennent encore avec le sourire parce qu'ils savent que ça vient. Oui, parce que t'as été bercé. Non, mais ils savent que c'est bienveillant. C'est-à-dire que les gens qui leur disent c'est pas faux, le gras c'est la vie. Ils savent que c'est gentil de la part des gens qui l'envoient. Il doit en avoir gros quand même. Mais putain. Moi, c'était alors. Je fais juste une petite parenthèse. C'est quand j'étais au Toulouse Game Show, je sais plus quelle année, où je me retrouve au petit-déj le matin avec Guillaume Briat, le mec qui fait le roi Burgonde dans Camelot. Donc on se connaissait pas, on se rend compte à ce moment-là. Qui a plus de vocabulaire que couillère. Bien sûr. Et qui je passe des refs, moi, hein, je suis là pour ça. Et qui lui me reconnaît de la première partie de l'exoconférence, donc on discute et tout. Et puis il m'expliquait qu'à ce moment-là, il avait fait aussi la voix d'Obélix dans l'Astérix et tout. Et il me dit, mais c'est la première fois que je vais à une convention, comment ça va se passer? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, bah c'est simple, tu vas être assis derrière une table, tu vas signer 500 cuillères en bois, c'est sûr. Et tu vas passer ta journée à gueuler météo ou biographie. Il me fait, mais non. Je dis, si. Et je dis, est-ce que tu as déjà signé une cuillère en bois? Il me fait, non. Je dis, toi, je te pose la question, tu as déjà signé une cuillère en bois? Non. Je t'invite à essayer un jour. C'est très chiant. C'est une tannée sa mère. D'abord parce que tu sais pas comment la tenir, tu sais pas où écrire. C'est-à-dire que les gens, peut-être qu'ils veulent l'utiliser, la cuillère, donc tu vas écrire quoi? Sur le manche. Ouais. Et puis ce qui se passe, c'est que tout est courbé. Tout, il n'y a pas une surface plane. Et puis, si t'as. Et puis, ça bave en plus. Soit t'as le marqueur qui bave, soit t'as le marqueur qui écrit que dalle. Et putain, il a passé les 2 jours à signer des cuillères en bois et à gueuler météo. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc Jean-Christophe Imbert qui commence à me driver pour la première partie, qui me fait, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas écrire une demi-heure. Tu vas écrire pour une demi-heure et après on partira là-dedans, tac tac. Et donc j'ai pas de problème. Et alors putain, en plus moi je fais ça bien sûr, je me chronomètre. Je me chronomètre, ouais, c'est bon, ça fait 30 minutes 02. Mais avec un blanc, etc. Donc peut-être ça peut couper, ça va passer. Et j'y retourne, je lui fais les 30 minutes, avec mon texte, parce que je l'avais pas du tout. Il me fait, ok, alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand on est sur une scène de théâtre, vraiment sur une scène, quand on fait du théâtre, en gros, tout doit être exagéré. C'est-à-dire que tu regardes à droite, tu fais pas ça. Tu fais ça. Tu tournes avec les épaules, t'es étonné, tu fais comme ça, voilà. Ça a l'air bizarre, et tu te dis, putain, mais j'en fais des caisses, mais au théâtre, c'est comme ça, parce qu'il faut que le mec au 28e rang, il ait compris que t'as tourné. Voilà. Ouais. Il me dit, donc, de la même manière, quand à un moment donné, tu fais un silence, par exemple, tu fais une phrase et que tu veux laisser une pause de 2 secondes pour que les gens comprennent, ta pause, elle fait pas 2 secondes, elle fait 6 secondes. Et tu te dis, c'est vachement long, 6 secondes. Et là, elle fait 6 secondes. Je dis, bon, d'accord. Donc, j'exagère les pauses. Je fais, mais je coupe quoi? Il me fait, tu coupes rien. Par contre, il faut que ça tienne en 17 minutes.
J'ai dit donc en gros, tu me demandes le texte d'une demi-heure, d'allonger les silences, de rien couper, et que ça tienne en 17 minutes. Il me fait, ouais. J'ai dit donc en fait, tu veux que je le catapulte le texte? Il me fait exactement. Il me fait le texte, il faut que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que quand tu as fait une vanne, quand les gens ont réalisé la vanne, quand ils ont compris la vanne, t'es déjà sur 2 trucs d'après. Faut que ça aille trop vite pour les gens, en fait. C'était le but, quoi. Et donc, on s'est appliqué à ce truc-là. Et je me rappelle, un jour, à l'Olympia, putain, pendant que je faisais le truc, je le vois du coin de l'œil, dans les coulisses, en train de faire. Comme ça. C'est terrible quand t'es sur scène, t'as quelqu'un qui te fait ça. Insupportable. Mais c'est-à-dire qu'eux, ils adorent faire ces trucs-là. Ouais. Parce que pour eux, c'est un jeu. Moi, c'est-à-dire que... Moi, c'est pas mon métier, quoi. C'est-à-dire que c'était... pour moi, si je me viandais, c'était catastrophique. Et donc, ils m'ont dit... Ils me présentent le truc en disant, voilà, donc pour l'Olympia, on a besoin d'une première partie. On va d'abord en faire une à Lyon, dans une petite salle qu'on connaît, où on connaît le patron, tout ça, comme ça, on est... Comme ça, Astier, il m'a dit, lui, ça le permet de se remettre le texte en bouche. Moi, si jamais je m'évanouis, ou que je vomis sur scène ou quoi que ce soit, c'est pas très grave. Voilà, et ils auront un plan B, et voilà. Et il y a combien de gens dans cette salle? 650 ou 700. Ouais, donc c'est quand même deux jours. C'est déjà une belle salle. Ouais. C'est déjà le Radiant de Caluire, hein, s'il y a des Lyonnais qui nous écoutent. Donc la grande salle du Radiant. Et ouais, c'est entre 600 et 800 places, un truc comme ça. Donc c'est déjà une belle salle. Et c'est là où j'ai eu la pire expérience, je pense, de ma vie. C'est quand j'ai dû faire le truc sur scène, en répète, devant la salle allumée, vide, avec juste Alexandre Astier et Jean-Christophe Imbert, qui regardent les deux comme ça. Et qui rigolent pas, bien sûr. Non, comme ça. Et juste de temps en temps... Terrible. Et moi, je disais, j'arrête, je fais quoi? C'était horrible. C'était horrible. Et donc, ça se passe bien. Et une fois que ça se passe bien, donc, ils me disent, bon, ça va. Donc, maintenant, on peut te dire, en fait, c'est pas juste un soir l'Olympia, c'est 6 soirs l'Olympia. Ouais, donc. Bon, go. Ok. Et à partir du 3e soir l'Olympia, ils sont allés voir ma femme pour lui demander l'autorisation. Parce qu'en fait, ils voulaient... parce que l'objectif à la base, c'était aussi que je fasse la première partie sur les Zéniths. Mais ça voulait dire tourner dans toute la France, tourner en Angleterre, en Suisse, enfin, il y avait tout un tas de trucs. Et ça allait m'occuper 3 soirs par semaine, enfin 3 jours par semaine, j'allais peut-être pas être là pendant 6 mois, quoi. Et donc, ils voulaient d'abord, avant même de me demander, ils lui ont demandé d'abord à elle si elle était OK. Elle a dit, bah bien sûr. Et donc, ils m'ont dit, j'ai dit, bah OK. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire, donc, je sais plus, je crois 38 ou 39 Zéniths jusqu'à Bercy. Ça fait combien de gens en tout? Vous avez calculé là le nombre de gens qui ont vu ce truc? Alors moi j'ai calculé. Ouais. Je crois que c'était quelque chose comme 110 ou 120 000. Je crois. Truc de fou. Je sais plus. Mais c'est-à-dire que après ça va très vite. C'est sans doute d'ailleurs plus que ça. Parce que rien que l'Olympia c'est 2000 places. L'Olympia on l'a fait 7 fois. Et puis les Zéniths c'est immense. Les Zéniths c'est tout de suite 3000, 3500 places. Ouais. Tout de suite. C'est comment la tournée? Genre, ok, ça y est, t'es avec Astier, t'es confiant parce que ton truc se passe bien, les gens rigolent. Moi, je l'ai vu, franchement, encore une fois, je te fais pas de la lèche. C'était vraiment très bien. De la lèche, moi, ça me va. Non, hein, c'était vraiment très bien, et voilà, c'était très cool. Et en fait, tu sais, quand t'as une première partie qui arrive, tu viens voir Astier, donc qui est quand même... tu t'attends à un truc trop bien, parce qu'en plus, toute la critique dit « L'exoconférence, c'est trop bien !» etc. Bah, c'est vrai que la pièce, c'était vraiment bien. Et t'arrives, bon, la première partie, t'es là, c'est comme dans un concert. Vas-y, fais ton truc, dépêche-toi. Et en fait, t'es là et tu fais « Ouais, putain, c'était bien la première partie, tu vois, t'es content de l'avoir vu, quoi. » Donc ça, c'est cool. Bref, donc ta première partie se passe bien. C'est quoi l'ambiance sur la tournée? Astier, il est comment? L'équipe, elle est comment? Les gens, enfin... Alors, moi, j'ai pas de référentiel. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, c'est pas mon métier. Donc, j'ai pas fait 60 tournées. Je sais pas comment se passent les autres tournées. Mais celle-là? Non, mais parce que je sais qu'il y a plein de différences. Par exemple, je sais que normalement, une tournée... Bah, t'as le tourbus, si tu veux, et tu vas de Dijon à Clermont-Ferrand, de Clermont-Ferrand à Lyon, de Lyon et puis tu fais le tour comme ça. Tu fais pas une date dans la semaine et c'est tout, ou 2 dates dans la semaine et c'est tout jusqu'à la semaine d'après. Ça, c'était un truc que Astier avait pas négocié, mais qu'il avait imposé, puisque c'était lui il était coproducteur du truc, en disant moi, je veux passer du temps avec ma famille, je veux pas partir de chez moi pendant 4 mois. Ouais, ok. Donc la tournée, on l'étale sur 1 an et demi s'il faut, mais une date, 2 dates dans la semaine, quand c'est au même endroit, sauf
Olympia, qui était un cas particulier, où ça a été vraiment 6 dates d'affilée, mais parce que bon, c'est l'Olympia, c'est un truc particulier, c'est comme ça. Mais sinon, à chaque fois, c'était à coup de un jour. Ça fait que, par exemple, moi, je pouvais descendre à Marseille en train pour faire donc Marseille au Dôme, et le lendemain, j'étais dans le train pour revenir. Chez toi. Voilà. Ouais, donc pas trop ambiance. Il n'y avait pas une vraie ambiance tournée, sauf par moment. Alors, sauf avec l'équipe, parce que l'équipe, elle, par contre, qui suivait avec tout le matos, tout le machin, eux, ils avaient un tourbus. Et donc, eux, ils allaient d'un endroit à un autre. Donc, eux, pour le coup, je pense qu'ils avaient vraiment une ambiance qui était dingue. Non, moi, là où j'ai eu énormément de chance, c'est quand on avait 2 dates d'affilée dans la même ville. C'est arrivé, par exemple, à Toulouse. Toulouse, on avait deux soirs d'affilée. Parce que ça veut dire que la journée entre les deux, ils restaient sur place, et moi aussi. Et comme, en gros, si tu veux, sur scène, à part venir à 16h pour faire les essais micro, il n'y avait rien à faire. Donc ça veut dire que de la journée, on avait la journée libre, en fait. Alors comme dit, lui, bah, il était avec des gosses à lui, il bossait aussi toute la journée, il écrivait, mais on a pu quand même, à un moment donné, passer 1 ou 2 heures à se promener en ville. Et je dis c'est une chance parce que la plupart des gens qui bossent avec lui n'ont quasiment jamais cette occasion-là de passer 1 heure tranquille avec lui. Je dirais même ceux qui tournent sur Kaamelott, Kaamelott, il est toujours en train d'écrire, en train de bosser, en train de dire non, la lumière, pas comme ça, non, toi, dis-le plus lentement, il est toujours en train de bosser. Et là, il est arrivé un truc qui était génial, c'est une anecdote que j'ai racontée 1000 fois, mais j'adore cette histoire, c'est on est en train de se promener dans les rues de Toulouse, et il y a un mec au loin qui me reconnaît. Toi et pas lui. Mais qui vient, il me voit, il me reconnaît. Et qui fait « Oh, il pensait !» Et il arrive en courant, et le mec, il sort son téléphone déjà. Il me dit « Ouais, il pensait, j'adore ce que tu fais, t'es ok, on prend une photo et tout. » Et pendant qu'il me parle, je sens qu'il réalise qu'en fait, je suis pas tout seul, et que c'est pas très poli ce qu'il a fait. Et donc, le gars va se tourner pour dire « Pardon, hein. » Et le gars, je te jure, je l'ai vu faire ça. « On peut prendre sa fille ?»« Pardon. » Le bug. Le mec s'est figé. Tu sais, tu sens que le gars, il a dû se dire si je ne bouge plus, peut-être qu'il ne me voit pas. Comme les chats qui ferment les yeux. C'est peut-être qu'il ne me verra pas. Tu sais, le mec, il s'est figé sur place. Et moi, je fais oui. Et c'était très drôle. Voilà. Et puis au final, bon, évidemment, on a pris une photo avec nous deux. Mais c'était, j'adore parce que c'est rare de voir à ce point-là un truc de dessin animé. Du gars qui d'un coup, Ah oui. Ah, puis le mindfuck, le gars il te reconnaît toi, déjà il est content, il se tourne, il y a Astier, il fait waouh, bug. Ok, bah sans transition. Ouais. Merci pour cette tranche de vie de Kaamelott et d'Astier, c'était rigolo. Et l'exoférence pour les gens qui l'ont pas vu, faut regarder ça. Hein. Ouais. C'est toujours dispo, c'est dispo en streaming maintenant je crois, en streaming pas à ma connaissance, je sais que c'est DVD, dispo en DVD Blu-ray. Hein. Ouais, à l'ancienne. Hein. Achetez-le, hein, franchement, ça vaut le coup. C'est chez Universal, je sais pas si Universal ils ont une plateforme ou un truc comme ça, mais en streaming je l'ai pas vu. Après peut-être sur MyCanal ou un truc comme ça, c'est possible, j'en sais rien. Mais ouais, c'est un spectacle à avoir vu. Ouais, faut regarder ce truc-là et ça parle d'extraterrestres et ça parle notamment du fait que on est seul quoi. Et même si on l'est pas, ils sont trop loin. C'est ça un petit peu la fin. Ça parle de tous ces sujets-là. Et en plus, ce qui est bien avec la version donc DVD ou Blu-ray, hein, c'est la même, c'est juste en HD, c'est qu'elle est complète. Parce que des fois, les spectacles, ils sont pas complets. Etc. Là, c'est vraiment la pièce complète. Donc c'est très très bien. Parlons de complotisme. Ah. Parce qu'il faut quand même qu'on revienne un petit peu dans la vulga. Et je sais pas, à l'extrême bout de la vulga, il y a une chute d'eau. Après cette chute d'eau, il y a une décharge avec des mouches et un torrent de caca. Et quand tu continues, le Styx, tu sais, le fleuve avec les morts. Et ensuite, quand tu traverses, il y a la grande barrière de glace. Et derrière, la tortue avec l'univers sur le dos. Et encore là, il y a les complotistes. Et il y a les... je sais pas si cette stat est vraie, mais si elle est vraie, il y a un vrai problème. Il y a les 9% de gens qui pensent que la Terre est plate. Ouais. Alors, moi, par rapport à ton analogie, il y a juste un truc, je mettrais juste un bémol, c'est il faut pas croire que c'est aussi dur que ça de devenir complotiste. C'est très facile de devenir complotiste. Alors, vas-y, explique. En fait, si tu veux, déjà, il y a complotistes et complotistes.
Oui, en effet. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont dire la Terre est plate, et en fait, la NASA, c'est un truc militaire qui contrôle le monde et qui nous empêche d'aller voir le mur de glace qui fait le tour de la Terre. Mhm. Et puis tu as des gens qui vont dire bon, JFK, là, il a été dans le coup quand même. Tu sens que c'est pas le même niveau de complotisme. C'est pas du tout le même niveau. Et en effet, j'ai fait un raccourci et je m'excuse. Parce qu'en effet, il y a le complotiste de base, la Terre est plate, vraiment eux, tu vois, Ou les reptiliens, les machins Monsieur comme ça. Kellogg's, tu vois, j'ai envie de lui passer un coup de téléphone. Et il y a en effet des trucs qu'on sait pas, et bien sûr qu'il y a des trucs qui sont cachés, bien sûr qu'il y a des entreprises qui mentent, des gouvernements, etc. Il y a une phrase un peu classique qui est de dire les complots, c'est il faut pas en voir nulle part, mais il faut pas non plus en Exactement. voir... Enfin, il faut pas en voir partout, mais il faut pas non plus en voir nulle part. Mais mettons quand même un petit focus sur la Terre plate. Ouais. Pourquoi? Comment c'est possible de croire à ça? Et est-ce que tu peux peut-être donner un ou deux arguments? Parce que si c'est 9% de la population, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui pensent que la Terre est plate. Alors, ce qui est marrant, c'est que spontanément, moi, au début, quand j'ai commencé à entendre parler de cette histoire de Terre plate, le premier truc auquel j'ai pensé, je me suis dit, putain, c'est un truc religieux. Okay. Parce que dans ma tête, c'était un peu le même délire que les gens qui disent la Terre a 6000 ans. C'était, c'est marqué comme ça, quoi. Et c'est vrai que pendant des siècles, il était interdit d'imaginer que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Complètement. Mais pour quelle raison? Parce que la Terre devait être le centre de l'univers. Alors c'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que dans la Bible, à un moment donné, il y a Josué qui a demandé à Dieu d'arrêter la course du Soleil parce qu'ils étaient en train de gagner une bataille et que la nuit allait tomber. Ok. Et que donc, s'il demande à Dieu d'arrêter la course du Soleil, c'est donc que c'est le Soleil qui bouge. Et donc, il était interdit de penser que le Soleil bougeait, que c'était la Terre qui bougeait et pas le Soleil. Et donc, si tu veux, moi, dans ma tête, je me suis dit, ça devait être un délire comme ça. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que, à ma connaissance, les grands monothéistes, donc judaïsme, christianisme et islam, ils sont OK depuis très longtemps pour dire que la Terre est ronde. Et je pense qu'en fait, c'est la concordance d'un paquet de trucs. C'est déjà, premièrement, il y a des gens qui font trop confiance à leur propre expérience. C'est-à-dire que eux, pour eux, ils regardent autour d'eux, c'est plat. C'est plat. Et en fait, c'est-à-dire que c'est pas, je veux pas parler de bêtises parce que c'est pas nécessairement de la bêtise, c'est vraiment de l'ignorance. Moi, je me rappelle que quand j'avais 5 ans ou 6 ans, je me demandais, mais les gens qui sont à l'autre bout de la Terre, ils ont la tête en bas. Et sauf qu'avec le temps, tu apprends que bah non, en fait, ils ont pas la tête en bas, c'est pas comme ça que ça marche, c'est très grand, il n'y a pas de haut, de bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on discute avec des adultes qui croient qu'ils n'ont plus rien à apprendre de personne. Parce que c'est aussi ça. Hein. On les reconnaît, ces complotistes, on les reconnaît aussi beaucoup au fait que c'est bon, ils savent. Oui, et surtout, ils détiennent une vérité cachée par les élites. Alors, ça c'est un autre pan. Mais en tout cas, ils savent, donc ils sont pas prêts à apprendre des nouveaux trucs. Donc eux, pour eux, c'est si la Terre est pas plate, alors comment ils font les Australiens avec la tête en bas? Ah, ils marchent la tête en bas. Bah non, ils marchent. Et en fait, je dis bien, quand tu regardes dans le ciel, la Lune, elle est ronde. Oui. La Lune est ronde, oui. Mais c'est une projection sur le dôme. Mais c'est ça. Et après, alors, en même temps, il y a un truc qui est assez malin. C'est que ils ont les vrais platistes. Je parle pas juste d'un mec qui s'est pas posé la question, on lui dit la Terre est plate, il dit ouais, elle est plate. C'est les vrais platistes, ceux qui sont vraiment convaincus. Ils ont des arguments pour tout, quasiment tout. C'est-à-dire qu'ils expliquent le jour, la nuit, ils expliquent les saisons, ils expliquent les éclipses, ils expliquent les marées, ils expliquent tout. Ce qui fait que moi, je sais que la Terre est ronde, mais si je dois démontrer que la Terre est ronde, ça va être très compliqué, parce que j'ai pas d'argument tout prêt. J'ai pas dû lire des bouquins spécifiquement pour me convaincre que la Terre était ronde. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, tu fais un débat avec un platiste, et en fait, il va avoir réponse à tout, et toi, tu vas être comme un con, en disant, bah non, c'est pas comme ça. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas comme ça. Mais c'est trop marrant, parce que j'avais interviewé... c'était pour les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, donc c'était en 2019, où il y avait une espèce de grande fête au Grand Palais à Paris. Et moi, j'avais été sur scène donc, pour interviewer Claudie Aigneret et Thomas Pesquet, donc 2 astronautes, sur, alors la Lune, machin, pourquoi c'est important de retourner sur la Lune, est-ce qu'on pourra y retourner, est-ce que c'est compliqué, pourquoi on n'y arrive plus, enfin bref, toutes ces questions. Puis à la fin, je dis, bon, je suis quand même obligé de vous poser la question à vous deux. Vous qui l'avez vue en entier, elle est ronde. Ouais. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils expliquent qu'ils reçoivent de temps en temps des messages de gens qui sont pas nécessairement insultants, mais qui disent, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que moi, je sais que t'es un comédien, mais à cause de toi, il y a plein de gens qui y croient que la Terre est ronde. Et ils sont un peu démunis, ils savent pas trop comment réagir à ça.
C'est fou, hein. Et en plus, le truc le plus dingue avec cette histoire de Terre plate, parce que il y a des complots, je comprends. Mais oui, là, Je suis pourquoi pas d'accord, mais je comprends. Merci, ma question c'est pourquoi. Il y a celle que j'allais te aucune poser. raison. C'est celle que j'allais te poser. Parce que si tu veux dire qu'on n'a jamais été sur la Lune, tu te dis ouais, mais ok, les Américains, ils ont voulu imposer leur Des superpuissance jeux de pouvoir. face à la Russie. Par exemple, il y avait un complotiste. C'est le seul où je me suis dit, putain, lui, il a peut-être raison. Enfin, je ne pense pas qu'il ait raison, mais s'il avait raison, je tomberais pas de ma chaise. Ok. C'est-à-dire que le mec, il disait, les images qu'on a vues d'Apollo, c'est des images qui ont été tournées en studio. Donc déjà là, moi, je suis pas d'accord sur le principe. Mais le mec dit pourquoi. Le mec, il dit, en fait, les Américains ont vraiment été sur la Lune. Mais les images qu'ils nous ont montrées, c'était pas les vraies images, parce qu'ils ne voulaient pas que les Russes voient la technologie employée. Et tu te dis, ça c'est possible, tu vois. J'y crois pas, mais c'est possible. Il y a un fondement derrière. Mais le mec, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on inventerait cette histoire de Terre plate? Je dis, Exactement. mais regarde le pognon qu'on donne à la NASA. Je dis, mais d'après toi, la NASA, c'est l'organisme qui est fait juste pour nous faire croire que la Terre est plate. Je dis, mais c'est un serpent qui se mord la queue, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est si demain, il s'avère que la Terre est plate, ou si demain, il s'avère que la Terre est ronde, ça change quoi pour qui? Ça change rien pour personne. Ça ne change rien. Ah non, c'est pas... Sauf si tu me dis que derrière le mur de glace, il y a, je sais pas moi, les gens les plus fortunés, des gens qui ont trouvé le secret de l'immortalité. Enfin, si tu m'inventes une histoire qui m'explique pourquoi, je veux bien discuter, mais là, il n'y a aucune raison. C'est en fait, et c'est un truc qui est expliqué d'ailleurs, enfin pas expliqué, mais qui est dit très clairement dans l'exoconférence, c'est il y a des gens, ils ont besoin qu'on leur mente. C'est pour ça que moi maintenant, quand il y a un mec qui me dit, bah, de toute façon, on n'a jamais marché sur la Lune, je lui réponds, oh, putain, mais le crétin, il croit que la Lune existe. Oui, bah, la réponse classique. Mais Tu crois que la Lune existe? mais ça marche très bien, si tu veux. C'est, tu t'arrêtes où sinon? J'espère qu'en tout cas que cette stat est fausse. Je sais pas d'où ils la sortent, les 9%. Je pense qu'elle est vraie. J'aimerais. Je vais chercher, tu sais quoi, je vais voir, je mettrai, si je trouve, dans les commentaires, etc. de l'épisode, dans les notes. Est-ce que c'est une vraie étude? Est-ce que c'est vraiment... Ils ont pris un grand échantillon représentatif? Je suis pas persuadé que ce soit une étude scientifique. Ouais, je voilà. pense que c'est un espèce de grand sondage. Est-ce que c'est juste le petit sondage sur Internet? Non, je pense pas sur Internet. Je pense que c'est un vrai sondage, mais qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tout cas, je veux dire, quand tu arrives à 10% de la population croit que la Terre est plate, c'est pas anecdotique. Si tu dis 1,2%, tu te dis, ok, peut-être qu'en fait c'est rien. Mais 10%, ça veut dire qu'il y a quand même des gens. Non, mais peut-être qu'en vrai c'est 7, peut-être qu'en vrai c'est 12. Mais il y a quand même des gens. Non, mais en fait, 10%, ça me gêne dans mon fort intérieur, parce que ça veut dire que partout où tu te trouves, même ici dans ce bureau, avec à côté tous mes collaborateurs, il y en a 1 sur 10 qui croit ça. Mais non, mais ça, si. Non, ça c'est problème de moyenne. En fait, certes, ce qui se passe, c'est que moi aussi, je me disais, putain, mais je connais. C'est-à-dire que quand je rencontre 50 personnes, il y en a 5 en fait qui osent pas me dire qu'elles croient que la Terre est plate. En fait, c'est pas ça. C'est que tu vas avoir autour de toi des gens qui savent que la Terre est ronde, mais il y a des endroits du monde où si tu vas, tu vas rencontrer que des dingos qui sont tous entre... Où là, toi, tu vas être le gars qui vont regarder de travers. Si tu leur dis que la Terre est ronde, ils vont dire, ah, d'accord, allez, c'est bien. Et en fait, on voit dans ces complots, et notamment la Terre plate, il y a toujours il y a toujours un truc qui est dérivé d'une vraie source. Tu vois ce que je veux dire? T'as parlé de la projection Mercator, du planisphère, de comment est-ce qu'on déroule, parce que, ok, la Terre c'est un globe, mais comment est-ce qu'on le déroule pour le mettre sur une carte qui est plate? Bah forcément, il faut tricher. On comprend très bien qu'une sphère, on est obligé de tricher pour la mettre à plat. Donc il y a plein de projections cartographiques, dont le Mercator, qui existent. Et en gros, je paraphrase ce que tu expliques très bien dans tes vidéos, soit on conserve les angles, donc les angles sont justes pour naviguer, soit on conserve les proportions, donc la taille des continents sont justes. Mais on peut pas conserver les deux. On peut pas à la fois conserver les angles et les surfaces. Donc c'est soit on garde la forme des pays ou des continents, etc. Des continents ou des mers, soit on garde la taille, mais on est obligé de déformer. Ouais. Et donc la projection Mercator, celle que tout le monde connaît sur un planisphère, la classique, on garde les angles. Donc on peut naviguer en avion, en bateau, mais la taille des trucs est fausse. Pas en avion. Pas en avion? Ah non, c'est vrai qu'en avion, ça fait des trucs comme ça. C'est vrai. Au départ, cette projection, elle est faite pour les bateaux. Pour les bateaux. Ok. Et vraiment pour les bateaux, on va dire, depuis le tropique, je sais jamais si c'est le Cancer ou le Capricorne, le tropique qui est au sud, jusqu'à à peu près avant le cercle polaire au donc nord. c'est même pas parfait, quoi. Donc c'est toute cette bande en gros qui concerne l'Europe en fait. Sur toute la hauteur de l'Europe. Les choses sont à peu près parallèles, mais ça fait qu'effectivement, quand tu étais un bateau qui partait d'Angleterre ou de France ou d'Espagne ou de la Norvège et que tu allais vers l'Amérique,
ta carte, elle était propre. Ouais, elle est juste au niveau angulaire. Ça allait. Et donc tu vois, là il y a un fondement scientifique, il y a une vérité, et souvent bah, ils partent de ça, plein de complots comme la Terre plate, pour baser leur raisonnement, et après ils inventent autour. Ah mais ils sont obligés de partir de quelque chose de Ouais, vrai. mais vu que tu as une base scientifique et quelque chose de vrai, bah, ça a l'air vachement vrai, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à embrigader du monde. Bien sûr. C'est comme sur les... j'en parlais avec Julien Médiel qui était à ta place un petit peu plus tôt, on parlait de santé, etc., et on parlait, tu sais, de tous les trucs quantiques. Tu vois, dès que tu mets quantique quelque part, bah, ça soigne bien. Alors ce qui est marrant, si tu mets quantique aujourd'hui, il y a un siècle, c'était magnétique. Ouais. Et maintenant, c'est un truc magique qui change des atomes et qui fait que ça va mieux, quoi. C'est ça. Ou que tu gagnes de l'argent. Ah, c'est l'intrication quantique, tu vois. C'est ça. Truc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si t'as mal à la tête, tu peux envoyer simplement une photo de ta tête à un mec. Ouais, mais c'est quantique. Avec ta carte bleue. Mm. Et le mec de loin, il va t'inquiète, c'est bon, je gère. Il va te débiter de façon Tu sais, quantique. il y a la chaîne G1000 qui démonte très très bien tous ces trucs-là. Vous faites attention en tout cas. Et comment on fait pour reconnaître ça, pour reconnaître quelqu'un qui dit de la merde au niveau scientifique. On reconnaît pas toujours. Après, il y a quelques règles de base. C'est-à-dire, par exemple, d'une manière générale, quand un truc a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est le cas. Voilà. Donc si le gars il te dit, moi j'ai trouvé un système qui fait que ma voiture n'a plus besoin ni d'essence ni d'énergie pour rouler, tu dis, le moteur à eau, ça c'est un complot aussi. Ouais, le mec a été tué par les lobbies pétroliers, etc. Bien sûr. Après, si tu veux, il y a une réalité scientifique dans l'idée qu'il y a énormément d'énergie qui est contenue dans l'eau. C'est l'énergie... l'hydrogène et de l'oxygène. Et puis non, mais c'est l'énergie de liaison. Comment ça s'appelle, de liaison entre les atomes. Enfin, d'accord, mais si tu veux, effectivement, le moteur à énergie libre de Tesla... Ouais. L'énergie libre, c'est un vrai truc sur Internet. Ouais. Et le pire, c'est qu'il y a des mecs très sérieux avec des chaînes très avancées, je me rappelle plus du gars, qui ont fait des scams de fou parce qu'ils planquent très bien, en effet, le moteur qui relance le truc. Mais c'est un mec, on se rend pas compte, mais c'est-à-dire que le gars, il veut montrer qu'en fait, s'il prend une rallonge et qu'il la branche elle-même sur la rallonge, genre, il a un circuit qui reste allumé. Ouais, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que nécessairement, en fait, le mec, il a percé la table pour faire passer un cas. Enfin, oui, ça va loin. Et il en vend les plans pour que les gens fassent des moteurs, etc., à énergie libre. Donc, il faut faire vraiment attention. Et voilà, travailler son libre arbitre, enfin, sa pensée critique. Donc, voilà, la règle, c'est vraiment quand un truc... La règle de base, c'est quand un truc a l'air trop beau pour être vrai, c'est que c'est le cas. Ensuite, il faut aussi... quand on pose des questions simples et qu'il n'y a pas de réponse... Il peut y avoir des réponses compliquées à une question simple, mais quand il n'y a pas de réponse à des questions simples, ça sent pas bon aussi. Ça veut pas dire nécessairement que ça marche pas, mais ça sent pas bon. Donc il y a plein de trucs. Après, les mecs se cachent souvent derrière le oui, mais on est en train de déposer le brevet, on est en train de... Bon, d'accord. Mais ouais, et puis sinon, il faut chercher aussi des infos. Par exemple, les mecs ils disent non, mais ça a été démontré dans une étude. Puis quelle étude? Trouve-moi l'étude, quoi. Et puis tu peux aussi chercher l'étude. Et tu vois si effectivement il y a une étude qui montre quelque chose qui ressemble, si ça raconte ça, si ça a l'air de raconter ça, ou si ça raconte pas du tout ça, ou si l'étude n'existe pas. Mais ça, c'est vraiment le boulot des sceptiques, ça. Toute la sphère zététique et compagnie. C'est quoi, toi, ton processus de travail quand tu crées une vidéo? Parce que tu parles de science, tu vulgarises, mais tu vas profondément souvent dans la vulgarisation. Tu fais énormément de parenthèses où tu expliques un truc pour en expliquer un autre, il faut en expliquer plein avant. C'est quoi ton processus? Parce que j'imagine que tu dois lire plein d'études, etc. En fait, c'est hyper organique la façon dont je bosse. C'est pour ça qu'il y a plein de parenthèses. C'est parce que je restructure pas les choses derrière. C'est-à-dire, je structure un peu l'histoire principale. Mais quand, à un moment donné, l'histoire, elle prend une tangente, c'est un truc que je fais dans mes recherches et je laisse la tangente. C'est un peu aussi ma griffe. Et c'est notamment ce qui m'a permis, il y a pas si longtemps, il y a une personne qui a repompé 100% ma vidéo sur la censure. Ma vidéo de 2 heures sur la censure. Qui est top. J'ai mis 1 mois et demi à l'écrire quand même. Je me suis quand même fait chier pour cette vidéo. Quelqu'un qui l'a repris, mais quasiment mot à mot. Tout ça. Et puis, je lui ai dit, mais ça, c'est du plagiat. T'es gentil, ta vidéo, tu la dégages. Et la personne m'a répondu non, c'est pas du plagiat, puisque en fait, moi j'ai suivi la structure de tel bouquin et de tel bouquin. Et je dis oui, sauf qu'à un moment donné, là, tu vois, tu parlais de ce truc-là qui n'a rien à voir. Et à un moment donné, tu dis ah, au fait, j'ai oublié de vous dire que 60 ans plus tôt, il s'était passé ce truc-là. Et ça, c'est ma façon d'écrire. Ma façon d'écrire, c'est dire ah, au fait, j'ai oublié de vous dire. Alors, 60 ans plus tôt, il s'était passé ça. Je dis ça, c'est la preuve qu'en fait, t'as juste suivi ma vidéo. Et donc, la personne a fini par supprimer sa vidéo. Je veux dire, c'est un peu ma marque à moi, c'est ça, c'est d'être le plus organique possible. Alors évidemment, ça commence par me poser une question. La question, ça peut être pourquoi les astronautes flottent, ça peut être tout et n'importe quoi. Ou ça peut être, tiens, j'ai envie de parler de Roger Corman. Voilà.
c'est pas truc scientifique, si j'ai envie de parler de Roger Corman, parce que le mec... C'est qui Roger Corman pour les gens qui... Roger Corman, c'est un producteur de cinéma. Rien à voir avec la science. Rien à voir avec les sciences. Et ce qui se passe, c'est que sans ce gars-là, Hollywood n'existe pas quasiment. Ou Hollywood disparaît en 1950. Je veux dire, c'est un gars qui a, je crois, produit 380 films, je crois, quelque chose comme ça. C'est lui qui a lancé la carrière de Scorsese, de Coppola, de Jack Nicholson, de tout un pack. J'en parle justement dans ma vidéo de tous les gens qu'il a lancés. Tout le monde se revendique de son école. Tarantino, il dit sans Roger Corman, jamais j'aurais fait de cinéma. Enfin, et donc je me dis, voilà, c'est un gars, les gens connaissent pas son nom, j'ai envie d'en parler. Et donc je vais commencer à creuser un peu. Et là, pour le coup, je vais faire simplement sa biographie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un point important sur lequel je veux focaliser. C'est pas comme Einstein, ça va être la relativité, donc je vais focaliser mon attention sur la relativité, je vais raconter vite fait sa vie avant, mais on s'en fout de sa vie avant, en fait. Sauf si ça a un impact sur la relativité. Donc ça va dépendre des sujets. En général, c'est vraiment, ça part d'une question, et je vais creuser, et alors effectivement, c'est-à-dire que c'est pas que je cherche à aller loin, c'est que je cherche à ne pas aller plus loin que ce que je comprends. Donc dès que j'arrive à un moment où, ça y est, les maths deviennent trop dures, ou tout ça, où je pige plus, voilà, ça m'intéresse pas de répéter bêtement le truc en disant, voilà... T'as des vidéos qui sont quand même ardos, hein. T'en as fait un truc sur les bosons et les différentes particules, etc. Ah ouais. Ouais, ça va encore, le bestiaire des particules. Ouais, ça, franchement, je mate quand même beaucoup de vulgarisation. J'aime beaucoup ça, toi et plein d'autres gars. Celle-là, elle est costaud quand même. Le truc... Enfin, si tu veux vraiment la comprendre. Oui, mais après, si tu veux, c'est la difficulté d'une vidéo comme celle-là, c'est que je veux lister tous les types de particules qu'on connaît dans le modèle standard. Donc je suis obligé de tous les faire. Donc ça va faire une vidéo déjà qui est méga dense. Parce que le boson de Higgs, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le boson de Higgs. Oui, mais tu le comprends beaucoup mieux. Elle passe beaucoup mieux parce que d'un coup, t'as l'histoire de tous les mecs, de qu'est-ce qu'ils ont pensé, puis t'as l'analogie du gars qui traverse la salle et qui est reconnu ou pas. Et alors que quand tu fais une vidéo d'une demi-heure ou de 40 minutes où tu dois lister tous les types de particules qui existent, les photons, les bosons, en plus, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des catégories, donc les leptons, les hadrons, les fermions. Et la couleur, les saveurs, les machins, et ben, ça. Le spin, hey. et donc, si tu veux, t'es obligé que ce soit un peu dense. Mais après, c'est pas grave. Je sais pas. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Moi-même, une fois que j'ai fini de la tourner, de la monter, cette vidéo, je me rappelle plus. Là, maintenant, si tu me demandes la différence entre un lepton et un fermion, j'en sais rien. Je sais le retrouver facilement. Ouais. Je me rappelle vite fait que les hadrons, c'est ce qui compose la matière. Les baryons, c'est ce qui compose la matière lourde. Donc, c'est-à-dire que ça va être les baryons, c'est vraiment le proton, le neutron, donc c'est les quarks en gros. Et je crois que les leptons, c'est les légers, donc ça doit être les électrons, les neutrinos, mais je suis même pas sûr. Tu dois remater ta propre vidéo. Oui. Mais si je voulais l'avoir à nouveau en tête, il faudrait que je le remate. Oui, mais c'est ça le talent du vulgarisateur. Le talent du vulgarisateur est très différent du talent du scientifique qui tous les jours bosse et recherche sur son sujet qu'il connaît par cœur, il peut te le débiter, mais il sait pas te l'expliquer. Ou mal, ou certains très, très bien, mais c'est pas un vulgarisateur. Le vulgarisateur, il peut prendre un peu n'importe quoi, et son vrai talent, c'est de te l'expliquer bien. Oui. Mais ça, c'est un truc que dit souvent Arnaud Thierry de Astronogeek. Il dit, moi, mon talent, c'est de raconter les histoires de façon sympa. Ouais. De façon où les gens sont contents, ils ont envie d'en savoir plus, et voilà. Et ils passent un bon moment. Il dit, c'est mon seul talent. Et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Après, le fait que les scientifiques sachent pas vulgariser, c'est un truc qui est très franco-français. Et qui change, qui est en train d'évoluer. C'est le modèle anglo-saxon est très différent pour ça. Et ça, c'est déjà depuis l'époque de Faraday, de Newton et compagnie. C'est-à-dire que ce qu'on avait coutume de dire il y a 20 ans, ça, encore une fois, ça change beaucoup. Ce qu'on avait coutume de dire il y a 20 ans, c'est en France, si tu vulgarises ton sujet, si tu es un chercheur et que tu peux vulgariser au grand public ton domaine de recherche, c'est que ton domaine de recherche, c'est pas très compliqué. C'était ça. C'est comme ça qu'on voyait les vulgarisateurs en France. Ce qui est totalement faux. Aux États-Unis, en Angleterre, si tu es un scientifique, tu es un chercheur dans un domaine et que tu n'es pas capable de vulgariser au grand public ce que tu fais, c'est que tu comprends rien à ton domaine. Et il y a peut-être cette culture aussi aux US, ils sont tellement meilleurs pour faire des levées de fonds et pour se marketer, tu vois, pour se financer, etc. Peut-être que ça vient de là aussi, parce que pour lever de l'argent, il faut expliquer aux gens, tu vois. Sans doute que ça joue aussi. Mais c'est un truc qui est en train vraiment d'évoluer, notamment en France. Moi, je le vois depuis notamment l'arrivée aussi du fameux Ma thèse en 180 secondes. Ma thèse en 180 secondes, c'est vraiment un truc qui t'oblige à t'adresser au grand public et à raconter en 3 minutes 3 ou 4 ans de boulot
ultra énervé. Mm. Et c'est 3 ou 4 ans de boulot dans lesquels tu es censé en plus avoir créé de la connaissance. C'est-à-dire que tu es censé avoir Ouais, trouver un truc inconnu. trouvé un morceau Ouais. que les gens n'avaient pas encore. Mm. Et il faut que tu l'expliques en 3 minutes avec le sourire, avec des slides et que les gens rigolent. Faut que ce soit un sketch, quoi. Ouais. Donc c'est un exercice qui est assez difficile, mais qui arrive. Donc ça commence à être reconnu. Mais moi, je vois, par exemple, je me rappelle à une époque, il y avait des milieux scientifiques qui me fermaient les portes parce que, je cite, hein, parce que j'étais trop pote avec Étienne Klein. Et que Étienne Klein, pour eux, c'était le mal. C'est-à-dire que c'était vraiment le gars qui se fait passer pour un scientifique, alors qu'en fait, c'est un chroniqueur radio, quoi, dans leur tête. Alors que Ok. le mec, c'est un scientifique, quoi. Ouais. C'est juste, par contre, c'est un excellent C'est un vulgarisateur. excellent vulgarisateur. Ouais. Et franchement, le seul regret que j'avais quand il me disait ça, c'est que j'étais pas aussi pote que ça avec Étienne Klein. Moi, j'aimerais bien être plus pote avec Étienne Klein. On est ça, on est en très bons termes et tout, mais je veux dire, c'est pas mon pote, quand on s'invite pas tous les 3 jours pour aller bouffer des pizzas, quoi. Ouais. J'aimerais bien. C'est quoi le truc le plus marquant, du coup, sur toutes ces préparations, toutes ces années où t'as parlé de science, où t'as parlé de gens qui font de la science. Il y a plein de vidéos, Marie Curie, etc. C'est quoi le truc les plus marquant, un truc marquant qui t'a resté, une histoire que t'as appris qui t'a waouh. Ah, une histoire, un truc que Une j'ai... histoire ou une découverte ou un truc marquant où t'as préparé la vidéo, t'as fait waouh, c'est fou. J'imagine qu'il y en a plein, mais Guillaume le Gentil. qu'est-ce que c'est que ça? Guillaume le Gentil, parce que Guillaume le Gentil, c'est la première fois... Bon, c'était à peu près le début de la chaîne, quand même. La chaîne, ça faisait 6 mois qu'elle existait, peut-être quelque chose comme ça. Et c'est la première fois où je me suis dit... En fait, je suis pas obligé de me concentrer sur des grandes théories ou sur des grandes figures très connues. Guillaume le Gentil, c'est un gars qui voulait... Un astronome qui voulait aller à une époque où on voulait mesurer, je crois, le transit de Vénus devant le Soleil. Ok. Voilà. Et donc, lui, il voulait aller du côté de l'Inde pour l'observer depuis l'Inde, parce qu'il fallait l'observer depuis plein d'endroits différents dans le monde, pour avec les différentes mesures, les parallaxes, tout ça, ça permettait de mieux comprendre l'orbite de Vénus, je crois, enfin bref. Et le gars, en fait, il a eu que des merdes. Il a eu des merde sur merde sur merde. C'est-à-dire que quand il est arrivé, d'abord, son bateau a fait... Non, quand il est arrivé, d'abord, il y avait la guerre sur place. Donc, il a dû repartir. Donc, il a fait la mesure depuis le bateau qui bougeait. Donc, la mesure était foirée. Mais le transit de Vénus, si tu veux, ça a lieu une fois par siècle. Mais ensuite, ça a lieu 8 ans après. C'est genre 100 ans, 8 ans. Okay. Et après, il faut de nouveau attendre 100 ans. Okay. Donc, le mec s'est dit, je suis déjà sur place, je vais attendre 8 ans. Donc le mec il reste sur place, Okay. Donc il va, après la fin de la guerre, il va, donc je crois que c'est à Pondichéry, il fait construire un observatoire. Le mec pendant 8 ans il fait les choses bien, tu vois. Ouais, il faut pas le rater. Oui. On va construire un observatoire. Et le jour de truc, il y a des nuages. Et donc il le voit pas. Donc il part pour revenir. Son bateau est attaqué par des pirates qui le prennent pour un espion espagnol. Ensuite, il y a des histoires de dysenterie, des histoires de maladies. Bref, le mec qui part, le mec il met des années à revenir. Quand il revient en France, il apprend que ça fait 10 ans qu'on l'a déclaré mort. Que ses enfants se sont partagés son héritage, que sa femme s'est remariée et qu'il a perdu son poste à l'Académie des Sciences. Nickel. Et à l'époque, t'as pas de pièce d'identité ni rien, personne ne le croit. Parce que le mec, il est parti, ça fait 20 ans qu'il est parti. Les gens le reconnaissent pas, en fait. Et il faut que le roi intervienne pour dire si, c'est bien lui. Donc, filez-lui un poste n'importe où, je m'en tape. Et donc, ils vont lui filer un poste à l'observatoire de je sais pas où il va pouvoir finir, en gros, sa vie. Et moi, cette histoire-là, elle me fascinait parce que c'était le mec... D'abord, je trouvais l'histoire drôle parce que le mec, c'est vraiment à chaque étape. C'est-à-dire qu'il envoyait régulièrement des courriers. Tous les courriers se sont perdus. À chaque fois, c'est oui, le bateau a échoué, ou le machin, ou le truc a brûlé, ou je sais pas quoi. À chaque fois, il n'y a pas une lettre. À partir d'un certain moment, il n'y a plus une lettre qui arrive à sa femme. C'est pour ça qu'elle s'est dit, bon, il est mort. Et le mec, c'est un niveau de poids qui est stratosphérique. Et j'aime bien cette histoire parce que ça rappelle aussi que la science, c'est beaucoup de chercheurs qui trouvent rien. Mais que ne pas trouver en science, c'est déjà faire avancer la science. Il y a ce gars-là, il y a un autre gars aussi qui me fascine, à tel point que j'ai fait une vidéo, c'était une très courte vidéo sur lui, alors que le mec n'a rien fait. C'est Cliff Gardner. Ok. Donc, l'inventeur de la télé, c'est un mec qui s'appelle Philo Farnsworth. C'est un mec dans l'Utah qui invente la télé, je parle vraiment le tube cathodique, qui produit des images sur un écran. Et il avait un beau-frère qui s'appelait Cliff Gardner, qui bossait dans une usine qui fabriquait des cartons. Ok. Et le mec, à un moment donné, il va voir Philo, donc son beau-frère Philo, il lui dit, écoute, je comprends rien à ce que tu fais, mais je sens que c'est important ce que tu fais, et je sens qu'il va te falloir des tubes de verre. Donc moi, si tu veux, je vais apprendre à souffler le verre pour te faire tes tubes de verre. Et le mec a appris à souffler le verre pour lui faire ses tubes de verre. Donc là, je la fais très très courte. Hein.
Et parce que pour moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que des mecs comme Philo Farnsworth qui invente la télévision, le mec qui a inventé, qui a conçu un moteur à fusion quand il avait 19 ans. Donc des mecs comme ça, il y en a un par siècle. Mais Cliff Gardner, en fait, on peut tous être des Cliff Gardner. C'est-à-dire, on peut tous, à un moment donné, être le gars qui va faciliter le boulot pour le gars qui va inventer le concept révolutionnaire. Et il a besoin, à un moment donné, d'avoir des planches à roulettes. Il dit, bah, attends, moi, je vais découper du bois, je vais mettre des roulettes, et puis je m'en occupe des planches à roulettes. Et ce gars-là me fascine. Et c'est un gars, moi, je suis content, des fois, de mettre en lumière que ça des gens dont personne ne connaît le nom. Les fonctions support. Ouais, mais mine de rien, c'est hyper important. Oui, carrément. Et d'ailleurs, on dit parfois derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais derrière chaque grand homme, il y a aussi souvent une équipe, il y a aussi des collaborateurs, il y a aussi tous les gens qui bossent dans c'est d'autant plus vrai en science. En science, derrière chaque grande découverte, d'abord, derrière chaque grande découverte, il y a tous les découvreurs d'avant. Si tu prends même un mec comme Newton, qui est considéré comme un des plus grands, sinon le plus grand, bah, Newton, il s'appuie quand même sur les travaux d'autres personnes. C'est vrai que Newton, pour le coup, lui, il bossait pas en équipe, mais lui, c'était vraiment plus un... Je veux pas dire un théoricien, parce qu'il n'était pas que théoricien, mais il bossait pas en laboratoire avec des gens. C'est-à-dire que le mec, il grattait, quoi. Il faisait ses trucs dans son coin. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui produit quelque chose sans avoir bossé avec des gens. Bien sûr. Si tu devais, pour le mot de la fin, donner un conseil à un jeune qui est intéressé soit par la science, pour se lancer en science, ou soit par la vulgarisation, qui voudrait se lancer à faire de la vulga, et tout ce qui gravite finalement autour de ça, tu dirais quoi? Genre, à quoi... Je m'intéresse à quoi? Je fais quel type d'études? Je me lance direct? Alors, pour ceux qui s'intéressent à la science, normalement, il n'y a pas grand-chose à leur dire. Il faut juste être clair sur le fait que la science, c'est difficile. Et que c'est frustrant. Mais que c'est ça qui fait partie du plaisir. C'est comme être un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, je veux dire, c'est Usain Bolt, il se contente pas simplement de courir le 100 mètres hyper vite. C'est-à-dire que d'abord, il a fallu qu'il court 100 mètres lentement, puis qu'il se fasse chier à ne pas bouffer à telle heure, pendant que ses potes, ils allaient sortir, lui, il faisait ci, il faisait ça. Et c'est... Alors, être scientifique, c'est beaucoup moins contraignant que ça, mais c'est énormément de contraintes. C'est parfois faire un boulot qui est long, rébarbatif, noter des numéros, faire tomber une goutte, noter un numéro, faire tomber une goutte, faire ça pendant des heures et des heures, des semaines, et le refaire, pour au final peut-être rien. Donc c'est vraiment, il faut accepter l'idée que ça demande énormément de discipline, énormément de rigueur, mais que c'est que la découverte, évidemment que c'est ultra jouissif de découvrir un truc, mais même quand on découvre pas, même le simple fait de faire de la recherche, c'est ultra satisfaisant. Après, au niveau des études, voilà, il faut faire des maths, il faut faire de la physique, et si on veut s'orienter peut-être vers les trucs plus organiques, faire de la SVT. Maintenant, pour la vulga, c'est quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vulga, il n'y a pas d'école pour ça. Moi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube aujourd'hui, juste, très bien, qu'il ne fasse pas ça parce qu'il veut en faire un métier. Quoi, c'est saturé? Non, c'est pas saturé. Il faut être passionné. Il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place pour quelqu'un. Mais là où avant, moi, quand j'ai commencé, des chaînes comme la mienne, peut-être qu'en comptant large, il y en avait 3. Ou peut-être 3 mois après la création de ma chaîne, peut-être qu'il y en avait 3 des chaînes qui faisaient à peu près ce que je faisais. Aujourd'hui, des chaînes comme la mienne, il y en a peut-être 500. Et dans les 500, il y en a 450 dont personne n'a jamais entendu parler. Et ce qui est chiant, c'est que dans ces 450, il y en a certainement qui sont vachement bien. Et là-dedans, dans celles qui sont vachement bien, il y en a peut-être 50 qui sont vachement bien, qui ne vont pas abandonner, mais qui ne perceront jamais. Et c'est terrible de se dire que voilà, il existe une chaîne, c'est statistiquement sûr qu'il existe une chaîne qui fait vraiment le contenu tel que j'aimerais le voir, qui est génial, le mec n'abandonne pas, le mec ou la meuf n'abandonne pas, continue de produire des vidéos, continue de faire du contenu, et à chaque fois, le gars, il fait 16 vues. C'est compliqué, voilà. Donc, c'est les gens qui veulent faire ça pour devenir riches et célèbres, éventuellement, c'est la conséquence. Voilà. Je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait le succès, c'est pas un but, c'est une conséquence. Mais c'est un peu vrai. Ça fait très discours motivationnel. Je crois que c'est Luis Fernandez qui disait ça. Il me semble que c'est Luis Fernandez qui disait ça. Mais voilà, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'il faut le faire parce qu'on a envie de le faire. C'est-à-dire que les gens qui se lancent là-dedans en se disant on va faire ça parce que c'est là qu'est le blé. Moi, il y a une époque, je faisais régulièrement des interventions dans des collèges et des lycées. Ouais. Et c'est une question qui revenait souvent, l'argent, machin, tout ça. Je dis, écoutez, il y a beaucoup de fantasmes. Oui, bien sûr. Mais parce que c'était comme pour les footballeurs, tout ça. Mais je veux dire, oui, il y a des youtubeurs qui gagnent des fortunes.
Et je parle même pas des Américains, je parle pas de MrBeast. Parce que MrBeast, c'est une autre planète. MrBeast, je crois qu'il a, je crois qu'il a pas loin de 400 millions d'abonnés. Je veux dire, c'est un autre monde. Je veux pas en parler. Maintenant, c'est le PIB d'un petit pays, MrBeast. Mais en France, il y a quelques youtubeurs qui gagnent vraiment beaucoup d'argent. Je pense qu'un mec comme Squeezie, il gagne vraiment beaucoup d'argent. Un mec comme Cyprien, peut-être encore aujourd'hui. McFly Carlito, sans doute, voilà. Mais la plupart des youtubeurs, y compris ceux qui sont connus, je parle même pas moi, je parle de ceux qui sont plus connus que moi, ils gagnent leur vie. Mais ils gagnent leur vie normalement, ils gagnent pas des fortunes. Et donc moi ce que je dis c'est, si en fait vous cherchez un boulot pour devenir riche, faites des maths et bossez dans la finance. C'est vrai, c'est vrai. Si vous faites des maths et que vous bossez dans la... Maintenant avec l'IA ça va devenir de plus en plus compliqué de se différencier. Voilà, c'est comme ça. Mais sur le principe c'était de dire, voilà, si vous faites des maths et que vous bossez dans la finance, c'est le but de votre boulot, c'est de gagner de l'argent. Si vous faites bien votre travail, vous gagnerez de l'argent. En plus, il y a des métiers dans lesquels, en fait, c'est pas votre argent. Donc, si vous gagnez, vous gardez. Si vous perdez, c'est quelqu'un d'autre qui a perdu. Donc, vous pouvez y aller. Par contre, c'est chiant. Hein. Il faut que ça vous amuse. Hein. Parce que l'actuariat, le trading, tout ça, si ça vous amuse pas, c'est vraiment chiant. Mais, donc voilà, cette idée-là que faire YouTube pour devenir riche et célèbre, ou être Instagrammeur pour être riche et célèbre, il y a des gens qui y arrivent. Toi, ce serait plus dans la passion, quoi. Faut être passionné par ce qu'on fait. Alors, après, moi, si tu veux, moi, ça fait 11 ans que je fais ça. Moi, j'en vis. Moi, j'en vis. Et c'est pas nécessairement... J'irai pas jusqu'à passion, parce que passion, c'est un bien grand mot, en fait. C'est un truc que j'aime faire. C'est-à-dire, le jour où j'aime plus faire ça, je le fais plus. Mais c'est un truc que j'aime faire. Mais c'est pas une passion, tu vois. C'est si je fais pas de vidéo pendant 1 mois, je me sens pas mal. Moi, je connais des gens... C'est ce que je dis souvent, pour moi, c'est à ça que tu reconnais les vrais artistes. C'est un artiste, il ne peut pas ne pas créer. Ouais. Moi, je peux très bien ne pas créer. Moi, si tu me dis, écoute, Bruce, t'as l'air fatigué, je vais te filer 10 000 balles par mois, pendant 1 an, repose-toi. D'accord. Moi, je te dis, ok. Est-ce que j'ai le droit de faire des vidéos pendant ce temps-là? Allez, si tu veux, t'en fais 1 ou 2. Régale. Tu vois, j'ai pas besoin... Il y a eu une époque, ouais, 2014-2015, j'avais besoin de sortir des vidéos constamment. Maintenant, ce qui se passe des vidéos, j'en ai fait je sais pas combien. J'aime toujours faire ça, mais c'est pas une passion. Les gens qui disent la passion, c'est juste pour masquer le fait qu'en fait, le passion, c'est le terme politiquement correct pour dire j'aimerais vraiment en vivre, mais je fais pas ça que pour l'argent, d'accord? Non, mais on fait pas. Il y en a certainement, mais on fait pas ça que pour l'argent. Mais enfin, c'est du travail, on veut en vivre. Ouais, complètement. Ok, bah ça sera le mot de la fin, les amis. Voilà, on veut en vivre. On veut en vivre. On veut en vivre. On veut l'argent. Ramenez-nous l'argent. Laissez-nous en vivre, putain. Envoyez la moula, bordel. Envoyez les commentaires, vous le savez, super important, oui. Pour nous aider. Abonnez-vous déjà à nous, pour commencer, parce que on est quand même chez nous. Abonnez-vous, bien sûr, à Bruce, parce que quand même, il est venu. Donc, et à Julien Méniel, parce qu'on en a parlé. Voilà, on en a parlé. On s'est déjà abonné la dernière fois. En plus, c'est salaud. Et à Étienne Klein également. Parce que comme Julien, il a déjà tourné son truc, ouais. Lui, il n'a pas appelé à s'abonner à ma chaîne. Oui, mais je sais pas dans quelle heure ça sort. Et donc, du coup, il va passer pour le connard qui ne rend pas l'ascenseur. C'est vrai. Mais peut-être que pour casser ça, je vais le faire passer après toi. Ah. Pas double Kems. C'est encore contre pire. Kems. C'est encore pire parce que s'il passe après, ah ouais, non, ça veut dire qu'il est censé l'avoir vu. Oui, je suis complètement con. Avant. Enfin bref. Ça a beaucoup trop duré cet épisode. Merci à tous, c'était les Découvreurs. À bientôt. Merci.